Dans l'histoire du monde martial, le plus fou de tous était le poison frénétique, No Shuzan. La forêt profonde et silencieuse de la montagne fut soudain déchirée par des bruits chaotiques. Une meute de chiens de chasse poursuivait sa proie, les mâchoires dégoulinantes de salive. Les hommes masqués de noir volaient au-dessus de la canopée grâce à leur technique de légèreté. Je ne suis toujours pas sorti de cette montagne. Quelque part dans la forêt se dressait un immense arbre ancien. Un homme y était adossé, sa respiration semblant désordonnée. Il avait en réalité une blessure à l'abdomen. Sous son flanc droit, le poison frénétique, malgré son épuisement, riait intérieurement. Il regarda le sang sur sa main. Mon cœur frappé par ma paume fatale commence à se raidir. Avec en plus 12 profondes blessures laissées par le sabre faucheur d'âme, combien de jours puis-je encore tenir? Soudain, le poison frénétique aperçut quelque chose. Il inspira profondément. Technique du souffle de tortue, je dois utiliser la technique du souffle de tortue. Ils sont à 120 pas d'ici et utilisent le vol des milieux. 3 chiens de chasse, impossible désormais de les semer avec une technique de légèreté. À cette pensée, il leva les yeux vers la cime des arbres. Le poison frénétique concentra sa force dans ses jambes et bondit dans les airs. Avec sa puissance, il atteignit facilement une hauteur considérable. Puis le poison frénétique fit un salto en décrivant un cercle autour du tronc. Les aboiements assourdissants des chiens résonnaient toujours dans la forêt. Ils avaient suivi l'odeur du sang du poison frénétique jusqu'ici. Il utilisa un morceau de tissu capable de réfléchir la lumière. Tel un miroir, il réfléchissait les rayons du soleil. Profitant de l'occasion, le poison frénétique changea encore de position. Il atterrit doucement sur le sol. Il pensait s'être déplacé furtivement sans être vu, mais le poison frénétique ignorait qu'il avait déjà été repéré. L'un des hommes masqués de noir déclara « La technique de dissimulation du poison frénétique est célèbre dans le monde entier, mais tout cela n'est qu'une supercherie. Quand vous le traquez, ne regardez pas devant vous, surveillez plutôt vos arrières. » Aussitôt, les membres de l'Alliance martiale se déplacèrent rapidement et poursuivirent le poison frénétique. Sa respiration était désormais devenue encore plus haletante. Un homme hurla audacieusement avant d'abattre son sabre « L'Alliance martiale prendra ta vie. » Le poison frénétique enchaîna rapidement les sauts manuels, pas foudroyant illusoire. Il créa aussitôt plusieurs doubles illusoires. Un autre les avertit, distinguez soigneusement le vrai du faux. En un instant, les illusions du poison frénétique furent détruites. Les épées étincelantes reflétaient la lumière du soleil. Les membres de l'Alliance martiale frappèrent chaque double, une illusion. Ils continuèrent ainsi sans parvenir à trouver le véritable corps. Ils frappèrent sans relâche, celui-ci est le vrai. Même les grands arbres de la forêt ne purent échapper à ce sort. Soudain, un éclair lumineux jaillit au cœur de la forêt ancienne. Aussitôt, la barrière protectrice autour d'eux fut ébranlée. Les grands arbres formaient un mur naturel offrant une excellente cachette au poison fou. Mais il finit tout de même par être découvert par l'Alliance des arts martiaux. Ils encerclèrent ensemble le poison fou, c'étaient les 5 grands héros traqueurs de l'Alliance des arts martiaux. L'un d'eux fronça les sourcils en brandissant son épée, « Puisque tu sais qui nous sommes, tends docilement le cou et laisse-toi attacher. » Le poison fou cracha du sang sous le contre-coup de son illusion, il avait trop forcé son énergie interne. Mais il agita la main et libéra un étrange gaz. L'homme de l'Alliance des arts martiaux fonça sans hésiter, peu importe la puissance du poison fou, nous avons pris l'antidote, il suffit de retenir notre souffle pour ne pas être empoisonné. Pourtant, l'instant suivant, ils sursautèrent en regardant leurs pieds. Des centaines de mille pattes surgirent de nulle part et grouillèrent partout. Le poison fou se réjouit de son plan, ce n'est pas du poison, j'ai seulement libéré quelques créatures venimeuses en fuyant, c'est vous qui êtes tombés dessus. Les insectes tueurs coopérèrent parfaitement et se ruèrent sur les membres de l'Alliance des arts martiaux pour les déchiqueter. À cet instant, une voix retentit au loin. Plus loin, une silhouette descendit du ciel dans une clairière. Au même moment, des aboiements résonnaient encore près des pièges laissés par le poison fou. Ils poursuivaient leur cible en soulevant des nuages de poussière. Cette meute de chiens de chasse était entièrement composée de bêtes dressées. Soudain, tous les chiens s'arrêtèrent au même endroit, il est là, ils ont retrouvé son odeur. Les hommes vêtus de noir atterrirent rapidement. Cependant, l'un des chiens de la meute réagit étrangement. Il voulut aboyer encore, mais ses yeux se révulsèrent et sa bouche se mit à écumer. En voyant cela, l'un des hommes vêtus de noir comprit le problème. Le corps du chien commença alors à fondre. Ce n'était pas un seul chien, toute la meute subissait le même sort. Le chef des hommes vêtus de noir comprit la cause, c'est de la poudre toxique, reculez vite. En entendant cela, ils furent saisis d'effroi. Aussitôt, les hommes vêtus de noir se dispersèrent sur ordre. Bien qu'ils se soient rapidement éloignés après avoir compris le danger, il semblait déjà trop tard. Les yeux de l'un d'eux rougirent et se mirent à pleurer. Son état ne différait désormais en rien de celui des chiens de chasse. L'homme vêtu de noir utilisa ses dernières forces pour avertir, reculez de 300 mètres. Toute cette zone est saturée de poudre toxique. Après ces mots, il s'effondra. Il mourut sur le champ, et cette poudre toxique avait la particularité de pouvoir faire fondre le corps humain. Puis la forêt retrouva peu à peu son calme habituel. À l'est, le soleil était déjà au zénith. Bien longtemps après les événements de ce jour-là, dans une ville apparemment très animée, le marché se distinguait avec des centaines de personnes allant et venant. Dans une échoppe, une exclamation familière retentit, « Bon sang, voilà ce que j'appelle vivre. Même un simple petit pain végétarien est absolument délicieux. » À l'approche de la mort,
tout dans ce monde semble sans doute devenir plus beau. À ces mots, le visage du poison frénétique devint aussitôt grave. Il regarda devant lui et vit un énorme tas de bois en mouvement. Il était transporté par un homme. Au lieu d'une charrette, Imwogi avançait silencieusement avec une palanche. Son visage était couvert de taches de suie. Imwogi marchait pieds nus, révélant leur peau rugueuse. Le poison frénétique ne pouvait le quitter des yeux. Il porte tout ça? Est-il vraiment humain? Il vit alors Imwogi essuyer simplement sa sueur avant de sourire et de souffler. Cela éveilla quelque peu l'intérêt du poison frénétique. Le vieux Gio, propriétaire de l'auberge, sortit de l'intérieur. Quelle chaleur! Imwogi afficha un large sourire en le voyant. Le vieux Gio donna un coup de pied au tas de bois et déclara « Ce bois est bien pire que le précédent. Ce ne sont que des débris », mais malgré cette critique, il se contenta de sourire et de s'excuser. « La prochaine fois, je vous apporterai du meilleur bois. » Il en profita pour faire baisser le prix. « Aujourd'hui, je ne te donnerai que 5 pièces de cuivre. Je suis déjà très généreux. » Et Imwogi s'inclina docilement en les prenant. « Merci, oncle Gio. » Il utilisa aussitôt cet argent. « Emballez-moi quelques petits pains farcis, s'il vous plaît. » Le vieux Gio fixa un prix assez élevé. Ces petits pains coûtent 3 pièces de cuivre. Imwogi prit le sac de petits pains, heureux comme un enfant. Le poison frénétique, qui observait depuis un moment, resta très surpris, le regard stupéfait. Imwogi repartit avec son support en bois sur l'épaule tout en fredonnant. En le regardant partir, il pensa, un idiot? Il y en a toujours un ou deux partout. Ce salaud est en train d'arnaquer un idiot. Le poison frénétique allait partir, mais son regard resta fixé dans une seule direction. Il suivit avec réticence la silhouette d'Imwogi qui s'éloignait. Finalement, le poison frénétique se leva brusquement, le visage sombre. En le voyant, le vieux Gio tourna la tête vers lui. Comprenant qu'il ne fallait pas provoquer cet homme, il se frotta aussitôt les mains avec flatterie. « Vieil homme, le repas vous a plu ?» Mais il ne reçut qu'une insulte en retour, « Espèce de chien !» Dans un village misérable situé à la lisière d'une forêt en périphérie. Ici, aucune habitation ne méritait vraiment le nom de maison. 2 enfants étaient recroquevillés dans un coin d'une maison délabrée. Ils se réjouirent en voyant passer Imwogi. Du Pyong et du Hui crièrent avec enthousiasme, « Grand frère Imwogi !» Il leur répondit avec un sourire, « Qu'est-ce que vous faites là ?» Du Pyong répondit avec excitation, « J'attends grande sœur », et du Hui ajouta à côté, « Elle est partie travailler au marché. » Imwogi caressa la tête du garçon et dit, « Mak Oju ne rentrera sûrement que ce soir. » À cet instant, du Pyong sentit soudain une odeur. Incapable de se retenir, le garçon demanda directement, « Qu'est-ce qui sent si bon ?» Imwogi tendit un sac contenant 3 petits pains, un pour chacun. Le poison fou le suivait depuis longtemps, errant toute la journée en montagne pour ramasser du bois. Pourtant ce garçon partageait même les petits pains qu'il avait obtenus. La nuit tombait peu à peu et les étoiles étaient déjà apparues. Il poussa un soupir compatissant, « Bon sang, pourquoi est-ce que je pense sans cesse à cet idiot? Moi, No Shuzan, le poison fou, durant mes 53 années de vie. » Les feuilles jusque-là immobiles au sol se mirent soudain à bouger. Le poison fou révéla son visage, « Je ne me suis jamais particulièrement soucié de qui que ce soit. Dans 2 jours au plus tôt, 3 au plus tard, l'escouade d'exécution du culte divin du démon céleste me retrouvera. Si j'avais choisi de fuir dans un endroit désert, j'aurais pu vivre quelques jours de plus. Non, puisque j'avais déjà accepté de mourir, je n'avais plus envie de continuer à fuir. Et si j'avais fui, je n'aurais jamais rencontré cet idiot dans cette petite ville. » Soudain, ses blessures recommencèrent à le faire souffrir. Le poison fou porta instinctivement une main à sa poitrine. Une voix attira soudain son attention, « Ça fait mal? Votre poitrine vous fait très mal ?» En voyant Imwogi, le poison fou sursauta et recula, « Petit, qu'est-ce que tu fabriques ?» Sans rien dire, le garçon fit demi-tour et partit en courant, « Restez ici un moment. » Le poison fou baissa les yeux et se reprocha intérieurement, « Suis-je devenu fou? Je n'ai même pas remarqué cet idiot s'approcher. » Un peu plus tard, une chouette nocturne toute proche posa son regard sur lui. À cet instant, Imwogi revint en traversant l'épaisse couche de feuilles. Il s'arrêta devant lui pour reprendre son souffle. Après un moment, il sortit quelques plantes médicinales, « Mangez ça. » Le poison fou observa ce qu'Imwogi lui tendait. Il fut légèrement surpris en reconnaissant de l'herbe médicinale contre les douleurs thoraciques. Imwogi ajouta innocemment, « Mangez ça et votre poitrine ne vous fera plus mal. » Le poison fou le regarda avec une expression émue. Après cela, Imwogi lui fit signe de la main avant de partir, « Vous devez bien mâcher. » Il ne put s'empêcher de penser que cette plante était ordinaire mais très efficace contre l'oppression thoracique causée par la chaleur, et qu'il lui avait même conseillé de bien la mâcher. Cela prouvait que cet idiot savait réellement utiliser les remèdes. « Je maîtrise parfaitement les innombrables poisons et possède aussi quelques connaissances médicales. » Pourtant, au même moment, à la compagnie commerciale de l'érable rouge, derrière de grands arbres se cachait une vaste résidence. La pièce du fond était encore éclairée par des bougies. La fenêtre était restée fermée depuis le matin. Ce ne fut que tard dans la nuit que la servante Chung Seon l'ouvrit. Elle se retourna vers la personne dans la pièce, « Mademoiselle, il fait très beau aujourd'hui. » Cependant, Sanran ne montra aucune réaction. Chung Seon posa alors une autre question, « L'eau pour vous laver le visage n'est-elle pas trop froide ?» Elle releva alors la tête et regarda devant elle. Sur le toit d'en face se trouvait une silhouette très suspecte. Celui qui espionnait n'était autre qu'Imwogi.
Il baissa vite la tête pour éviter d'être repéré. Chung Seon semblait avoir remarqué la présence d'Im-Wogi. Elle se précipita aussitôt dehors. Chung Seon regarda tout autour pour le chercher. Puis elle saisit un balai et cria « Sors de là, Im-Wogi !» immédiatement. Cependant, aucune réponse ne vint. Pris de panique, Im-Wogi avait déjà couru droit dans la forêt. Assis sur une branche, le poison frénétique avait tout vu, même un idiot comme lui a donc une fille dont il est amoureux. Il resta longtemps pensif en songeant à la jeune fille qu'Im-Wogi venait d'espionner. Le poison frénétique se demanda, est-ce là l'ordre naturel du monde? Même un pauvre idiot peut devenir papillon et voler vers le parfum des fleurs. Peu après, quelqu'un frappa Im-Wogi si fort qu'il perdit une dent. Impuissant, il fut renversé et roula sur le sol. Im-Wogi se faisait rouer de coups par plusieurs voyous du quartier. Leur chef Li Yang était particulièrement brutal. Debout, Im-Wogi. Li Yang n'était pas seul. Guang Pio utilisait aussi Im-Wogi comme cible d'entraînement. Il n'éprouvait aucune pitié pour ce garçon simple d'esprit. Même lorsque son nez se mit à saigner, ils ne s'arrêtèrent pas. Im-Wogi s'effondra au sol et toussa péniblement à plusieurs reprises. Guang Pio s'approcha et lui donna plusieurs violents coups de pied. « Merde, je jouais au décante à sale tête m'est venu à l'esprit et m'a fait perdre tout mon argent. Crève. » Au lieu de riposter, Im-Wogi se contenta de protéger sa tête avec ses bras. L'un d'eux resta simplement les bras croisés avec indifférence. Ces salauds perdaient au jeu puis passaient leur colère sur le pauvre Im-Wogi. Ils s'étaient réunis dans une petite ruelle pour le maltraiter, espèce de salaud. À cet instant, une silhouette se tenait sur un toit au loin. Le poison frénétique tenait une bouteille d'alcool et poussa un soupir. Il pensa, frappé, piétiné et maltraité de toutes parts. Ce monde sans la moindre ombre où t'abriter doit ressembler à l'enfer pour quelqu'un comme toi. Le lendemain matin, le visage d'Im-Wogi était tellement gonflé qu'il en était méconnaissable. Il était assis contre une paroi en bois pour se reposer. Im-Wogi sembla reconnaître quelqu'un et se redressa légèrement. Finalement, il sourit à la personne devant lui. Le poison frénétique s'approcha, contrarié par l'état actuel d'Im-Wogi. Malgré cela, celui-ci se contentait de sourire naïvement. Il lui demanda, « Pauvre idiot, tu as été battu dans cet état et tu arrives encore à sourire ?» Au lieu de répondre, Im-Wogi demanda comment allait le poison frénétique, « Vous n'avez plus mal maintenant ?» Il fronça légèrement les sourcils en le regardant, « Petit ». Im-Wogi répéta sa question, « Vous avez encore mal ?» Le poison frénétique, quelque peu contrarié, pensa, « Ce morveux ose me parler sans respect. » Sur ce, Im-Wogi tendit un morceau de racine, « Mangez ça, votre poitrine ne vous fera plus mal. » Il ouvrit de grands yeux, légèrement surpris. La racine du phénix à 5 branches n'est certes pas une herbe spirituelle, mais reste un remède sacré très rare. Im-Wogi ajouta, « Je l'ai cueilli pour que vous n'ayez plus mal, vieil homme. » Ce qui troubla davantage le poison fou, « Que vais-je faire de ce gamin ?» La nuit tombait peu à peu et la lune semblait quelque peu étrange. Les maisons délabrées sombrèrent dans le silence nocturne. Pourtant, quelque part, une maison était encore éclairée. Le poison fou avait suivi Im-Wogi jusque chez lui. Il expliqua franchement, « Comme je l'ai dit, ce vieil homme est traqué et il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Im-Wogi se contenta de sourire à ces paroles. Le poison fou pointa son visage et demanda, « Tu comprends au moins ce que je raconte depuis tout à l'heure ?» Im-Wogi hocha la tête en guise de confirmation, « Oui, je comprends. » Il plissa les yeux et lui demanda de répéter, « Alors, qu'ai-je dit ?» Et Im-Wogi répondit sans rien oublier, « Un vieux poison fou, une bombe prête à exploser, vous avez dit qu'on vous appelle un monstre que personne n'ose approcher. » À cet instant, une lueur traversa l'esprit du poison fou. Im-Wogi poursuivit, « Votre médecine et votre art du poison sont redoutables, l'escouade d'exécution du culte divin du démon céleste vous traque, tout comme l'alliance des arts martiaux, le clan Zuge, la porte du dragon divin et la vallée sanglante. » Le poison fou attendait encore la suite avec impatience, et ensuite, il ne s'attendait pas à ce que le garçon se souvienne si bien, « Vous possédez un pouvoir capable de changer le monde, mais personne ne le reconnaît. » Le poison fou posa alors une autre question, « Pourquoi suis-je traqué ?» Et cette fois, le garçon répondit avec hésitation, « Parce que vous avez échoué. » Il fronça de nouveau les sourcils et insista, « Échoué à quoi ?» Im-Wogi réfléchit très longtemps avant de trouver la bonne réponse, « Eh bien, revenons quelque temps auparavant, dans une immense demeure ancienne. Le poison fou était agenouillé devant le corps d'une jeune fille. Vous avez dit que c'était la fille du clan Zuge et que vous aviez éliminé la future stratège de l'Alliance des arts martiaux lors d'une expérience. Ce fut un immense échec dans la vie de chercheur du poison fou. Cependant, cette affaire ne put rester longtemps secrète et le culte divin du démon céleste en fut informé. Im-Wogi poursuivit son récit, « Vous avez également échoué avec l'héritier du culte divin du démon céleste. » Le corps du jeune homme gisait au sol, de l'écume coulant de sa bouche. Le poison fou tremblait, un petit couteau à la main. Soudain, Im-Wogi hésita sur un nombre, et 20. Le poison fou compléta aussitôt, 27. Le garçon frappa joyeusement dans ses mains, « Je savais bien que vous aviez dit avoir échoué 27 fois au total. » Le poison fou rectifia, « Seulement ça ? J'ai utilisé d'innombrables personnes comme cobayes simplement parce qu'elles attiraient mon attention. » Il se fit aussi une idée d'Im-Wogi, même s'il est idiot, il apprend vite et possède une excellente mémoire. Le garçon évoqua alors les recherches du poison fou, stimuler le cerveau afin de créer un être transcendant absolument parfait. Il se frappa fièrement la poitrine, exactement,
même si le monde m'appelle le poison fou, je ne fais qu'accomplir une œuvre grandiose que personne n'oserait imaginer. Les gens sont incapables de comprendre, ils ont déjà retrouvé ma trace et je ne peux plus échapper à l'escouade d'exécution du culte divin du démon céleste. Il ne me reste qu'1 ou 2 jours, alors je vais miser sur ton destin misérable pour tenter ma dernière possibilité. Tu comprends ce que je veux dire, demanda-t-il, et Imwogi répondit fermement, non. Contre toute attente, le poison fou ne s'en soucia guère, peu importe, Imwogi. Il posa son index au milieu du front du garçon. Imwogi sentit tout ce qui l'entourait se mettre en mouvement. Une seconde plus tard, il s'évanouit directement sur son lit. Le poison frénétique sortit ses instruments, je vais ouvrir ton crâne et mener ma dernière expérience avant de mourir. La trousse contenait tout le nécessaire pour pratiquer une opération. Scalpel en main, le poison frénétique plaça tous ses espoirs en lui, réussite ou échec, vie ou mort, tout dépend désormais de ton destin. Imwogi ignorait totalement que son destin venait de changer. Toute la soirée, le poison frénétique travailla sans relâche à son projet. D'étranges bruits résonnèrent au cœur de la nuit depuis la petite maison délabrée. Ce fut vraiment une longue nuit de pleine lune. Soudain, un grand cri retentit. Le poison frénétique s'enfuit à toutes jambes. La nuit s'approfondissait et la lune était déjà haute dans le ciel. La forêt silencieuse était totalement déserte. Le poison frénétique était assis tout en haut d'un arbre. Il baissa tristement la tête en se reprochant, « Comment ai-je pu commettre une erreur aussi stupide ?» Le poison frénétique renversa sa bouteille et but à grandes gorgées. Il essuya de la main l'alcool resté au coin de ses lèvres. Puis le poison frénétique hurla, « Bon sang !» Il repensa au moment crucial de l'expérience, je devais seulement verser une infime quantité, une seule goutte d'élixir spirituel dans son cerveau. Mais ma main a tremblé au pire moment et j'ai versé tout le flacon, j'ai rafistolé son crâne à la hâte, mais il ne survivra de toute façon pas. Avec plus de temps, j'aurais au moins pu confirmer sa mort et l'enterrer dignement. À cet instant, le poison frénétique remarqua soudain quelque chose. Son visage devint nettement plus sérieux. Les hommes masqués de noir descendirent lentement des hauteurs. Le poison frénétique lança d'une voix forte, « Vous voilà enfin !» Cette fois, il semblait ne plus avoir aucune échappatoire. Le poison frénétique jeta sa bouteille d'alcool au sol. Puis il se tint tranquillement au sommet d'un arbre, « Vous vous êtes donné beaucoup de mal à me poursuivre toutes ces années. Rentrez donc dormir paisiblement et étendez-vous confortablement. » Le chef fronça les sourcils et prononça sa sentence, « Nous bloquerons tes points vitaux, détruiront tes tendons et tes os, puis te ramèneront à moitié mort. » Aussitôt, ils dégainèrent tous leurs grandes épées. Le chef bondit en un instant. Il leva sa grande épée bien haut, prêt à porter un coup descendant précis. Le poison frénétique éclata de rire en attendant sa fin. Soudain, il comprit que quelque chose n'allait pas dans son corps. La chair de son corps commença à fondre et à s'affaisser. Sa peau se décomposa jusqu'à révéler ses os blancs. Le chef recula rapidement hors de la zone empoisonnée. Les hommes masqués de noir reculèrent eux aussi précipitamment. Le corps du poison frénétique dépérissait peu à peu, enveloppé par les vapeurs toxiques. Puis il s'effondra et mourut de ce même poison dont il était si fier. Les vêtements du poison fou tombèrent d'en haut. Un homme rapporta, « Rien n'indique qu'il ait eu de contact particulier avec quelqu'un. » Le capitaine dut prendre une décision, ramasser les vêtements et les bagages restants, nous retournons au culte divin. Le lendemain matin, le village rural baignait toujours dans un calme paisible. Les petites maisons délabrées étaient toujours là. Du Pyong et du Hui étaient assis devant la maison, les genoux repliés. Le garçon sanglota, « J'ai tellement faim », et du Hui tenta de le rassurer, « Tiens encore un peu, je t'ai dit que j'irais chercher à manger. » Du Pyong se sentit soudain inquiet, « Je ne vois plus non plus Imwogi, d'habitude il achète des petits pains quand il rapporte du bois. » Du Hui hocha tristement la tête, « Moi non plus, je n'ai pas vu Imwogi ces derniers jours. » À cet instant, les deux enfants sentirent une légère odeur. Du Pyong se boucha le nez, « Ça sent vraiment bizarre, » et du Hui supposa, « C'est sûrement l'odeur du chien mort qui pourrit près du ruisseau. Ça pue trop, rentrons attendre grande sœur. » Les deux enfants retournèrent donc ensemble à la maison. Ils ne remarquèrent pas la maison située au coin du village. C'était précisément elle qui dégageait cette odeur nauséabonde de cadavre. Il n'y avait personne en vue dans cette maison. Seul Imwogi gisait immobile sur le lit. Son corps était couvert de pustules. Son visage en était particulièrement couvert au point d'être méconnaissable. Tout le corps d'Imwogi dégageait cette insupportable odeur de putréfaction. La nuit tombait peu à peu et le ciel s'assombrissait. Plusieurs jeunes hommes se réunirent de nouveau. Guang Pio fronça les sourcils, visiblement furieux, « Ma Koju, cette fille a vraiment dit qu'elle n'avait pas peur de moi. » Son subordonné affirma, « Je vous jure, je l'ai entendu moi-même. » Puis celui d'à côté ajouta, « En fait, elle n'a pas aussi dit que le chef était plutôt mignon. » En entendant cela, il s'emporta, « Elle est folle ou quoi ?» Leur conversation fut interrompue par l'odeur, « Chef, vous ne sentez rien d'étrange? Il y a un ruisseau puant en contrebas, évidemment que ça sent mauvais. » Alors qu'ils s'interrogeaient, l'un d'eux s'écria, « Ma Koju arrive. » Les quatre oublièrent momentanément cette histoire d'odeur. Sur le sentier, une jeune fille sortit de l'obscurité. Ma Koju semblait chercher quelque chose. Après quelques pas, Guang Pio lui barra la route. Ma Koju le regarda et demanda, « Quoi ?» Il l'interrogea sèchement, « J'ai entendu dire que tu n'avais pas peur d'un type comme moi. » Elle sourit légèrement, « Pourquoi aurais-je peur ? J'ai même dit que vous aviez un côté mignon, non ?» Cela réveilla l'agressivité de Guang Pio, « Commençons donc par une bonne raclée. »
Makoju répondit simplement avec calme, minable. Alors, où comptes-tu frapper en premier? Il était si furieux qu'il peinait à parler, espèce de... Makoju perdit patience et partit directement, si vous avez quelque chose à dire, suivez-moi. Guangpyo resta stupéfait et tourna la tête pour la regarder partir. Il était curieux de savoir où Makoju comptait l'emmener. Il se tourna et échangea quelques mots avec ses hommes. Puis il suivit Makoju avec colère, je vais donner à cette garce une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Ses hommes écarquillèrent les yeux, quelque peu inquiets. Dans le ciel, la lune avait désormais perdu une partie de son disque. Dans la maison obscure d'Imwogi, au coin du village, une silhouette maigre en sortit lentement. Après l'opération du poison frénétique, Imwogi était toujours vivant. Cependant, son corps était désormais couvert de pustules. N'ayant apparemment pas pris de bain depuis longtemps, Imwogi ressentait des démangeaisons. Il avançait tout en se grattant les fesses. Peu après, Imwogi pénétra directement dans la forêt. Il trouva rapidement un petit étang à proximité. Imwogi entra dans l'eau jusqu'au mollet. Il utilisa cette eau pour se laver le visage. Les gestes d'Imwogi semblaient étrangement inhabituels. Il leva les yeux vers le ciel et pensa, j'ai tellement faim. Puis Imwogi plongea directement son visage dans l'eau. Même après un long moment, il ne releva toujours pas la tête. Imwogi resta ainsi pendant très longtemps. Le lendemain matin, dans le village délabré et branlant, Imwogi était adossé à un mur. À l'endroit où il se reposait souvent, son visage était sale, mais ses pustules semblaient avoir éclaté. Il resta assis là jusqu'au passage de Dupyong et Dui. En voyant Imwogi, ils accoururent joyeusement, grand frère Imwogi est là. Cependant, Dupyong s'arrêta net en voyant l'état actuel d'Imwogi. Le garçon dit avec inquiétude, il a l'air bizarre, tandis que Dui l'éloigna, partons, il faut prévenir grande sœur. Les deux enfants partirent alors en courant. Après leur départ, Imwogi reprit vaguement connaissance, pensant avoir entendu quelque chose. À cet instant, Guangpyo rôdait de nouveau dans les environs avec ses hommes. Imwogi lui manquait presque, ce morveux gagnait autrefois beaucoup d'argent chaque fois qu'il trouvait des herbes médicinales rares. Après quelques pas, l'un d'eux s'écria, il est là. En le voyant, Guangpyo recommença à le provoquer, Imwogi, ramène ta carcasse ici immédiatement. Imwogi se contenta de pencher la tête et continua à dormir paisiblement. N'obtenant aucune réponse, il s'énerva, ce morveux ose m'ignorer, tu ne viens pas? T'es mort, espèce d'idiot. Guangpyo visa la poitrine d'Imwogi et lui asséna un violent coup de pied. Il bascula en arrière, brisant même la paroi en bois. Incapable de se contrôler, Guangpyo hurla sans arrêt, tu veux mourir, hein? Ton heure est venue aujourd'hui, sale morveux. Comme toujours, Imwogi se protégea la tête avec ses bras et encaissa les coups. Cette fois, il sortit même un couteau et le brandit, merde, aujourd'hui je vais lui trancher la gorge. En entendant cela, ses hommes s'approchèrent d'Imwogi, toujours affalé au sol. Ils relevèrent son corps en le tenant par les deux bras. Mais l'instant suivant, ils le lâchèrent avec effroi. Guangpyo ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Quoi? Le gros se retourna avec dégoût, il y a quelque chose d'étrange avec les yeux d'Imwogi. L'atmosphère se figea aussitôt et tous les regards se fixèrent sur Imwogi. Allongé au sol, il se mit soudain à rire d'une manière inquiétante. Guangpyo sursauta et recula de quelques pas, ce morveux a attrapé une maladie étrange. Merde, ce n'est pas contagieux au moins. Quelle malchance. Ils laissèrent Imwogi étendu sur le sol sale. Après le départ de Guangpyo, il tenta péniblement de se relever. Mais les bras d'Imwogi perdirent toute force et ne purent soulever son corps. Imwogi retomba au sol tandis que ses paroles dégoûtées résonnaient dans son esprit, c'est contagieux. Merde, j'espère ne pas revoir ça dans mes rêves. Lorsque son cerveau commença à fonctionner, il entreprit de restructurer son corps en commençant par ses 5 sens, le premier changement touchant son oui. Cet après-midi-là, dans une grande demeure. Comme d'habitude, Chung Seon ouvrit la fenêtre de la chambre. Mais elle ne vit pas la silhouette familière sur le toit d'en face. Cela la rendit quelque peu inquiète, c'est étrange. Elle se rendit donc dans la cour de l'autre côté du bâtiment. Chung Seon regarda partout comme si elle cherchait quelqu'un. Une pensée lui vint, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Imwogi. Est-ce que je lui ai fait tellement peur qu'il s'est enfui? Plus tard, lorsque le soleil fut au zénith, le marché était bondé de passants allant et venant. Près de là se dressait une grande demeure dotée d'un portail rouge sombre. À l'intérieur, quelqu'un épluchait soigneusement une pomme. Tout en le faisant, Chung Seon demanda, « Mademoiselle, vous n'êtes pas curieuse au sujet d'Imwogi? Il semble atteint d'une maladie incurable. Comme je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours, je me suis renseigné, » et Sanran demanda calmement, « Et alors ?» Chung Seon se tut et se concentra uniquement sur l'épluchage de la pomme. De son côté, Sanran continuait à la fixer. Attendant sa réponse, Chung Seon céda sous la pression, « Oubliez, mieux vaut ne pas savoir, » mais Sanran, désormais curieuse, insista, « Dis-moi, que s'est-il passé ?» Chung Seon baissa légèrement la tête, réfléchit, inspira profondément puis déclara, « Imwogi souffre sûrement d'une maladie incurable, son visage est couvert de pus, c'est vraiment horrible. » Un grand cri retentit alors dans la pièce. Il semblait assez puissant pour atteindre le village isolé près de la lisière de la forêt. Imwogi était assis quelque part, les mains fermement plaquées sur ses oreilles. Dans son état actuel, c'était sa seule façon de se protéger. Car à cet instant, l'ouïe d'Imwogi était extrêmement sensible. Face à la déclaration de Chung Seon,
Sanran fut un peu perplexe. Pourquoi? Elle ne faisait que rapporter les paroles des passants, je l'ignore, mais c'est sûrement une étrange maladie. Il faut s'assurer qu'il ne revienne jamais ici, il pourrait contaminer mademoiselle. Revenons au village où vivait Imwogi. Il était toujours assis dans un coin, les mains plaquées sur ses oreilles. Toutes les expressions de son visage étaient dissimulées par ses cheveux grossiers. Ce n'est qu'après un long moment qu'il put retirer ses mains de sa tête. Imwogi se sentait mal, toutes sortes de sons résonnent de plus en plus fort, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Maintenant, j'y arrive. C'est comme si je pouvais faire taire ces sons en fermant une porte. La voix de Chung Seon résonna dans sa tête, il paraît qu'Imwogi a contracté une maladie mortelle, c'est effrayant à voir. Il sourit avec excitation, je peux même choisir exactement ce que je veux entendre. À cet instant, quelqu'un s'arrêta juste devant Imwogi. Il releva vite la tête et reconnut Ma Koju, rien qu'à sa respiration, je l'ai reconnue. Non seulement elle n'avait pas peur, mais elle vint même lui demander, comment as-tu fini dans cet état? Comme toujours, Imwogi afficha son sourire habituel, je ne sais pas. Ma Koju l'examina puis déclara, tu as vraiment l'air étrange, même tes yeux, tu n'as rien mangé depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Au lieu de répondre s'il avait mangé ou non, il choisit une réponse plus originale, j'ai bu. Ma Koju tendit un paquet de nourriture à Imwogi et lui dit, mange au moins ça d'abord. Imwogi prit le sac de petits pains farcis et elle se retourna pour partir. Avant de partir, Ma Koju lui rappela doucement, va aussi te laver, tu sens comme quelque chose en train de pourrir. Imwogi leva le bras et le renifla, je ne sens pourtant aucune odeur. Je ne sens même pas l'odeur des petits pains. C'est délicieux, et il les mangea donc avec grand appétit. Soudain, Imwogi s'immobilisa. Il cessa de manger et tendit attentivement l'oreille. Ce sont des pas que je n'ai jamais entendus auparavant. Qui est-ce? Ma vue est trop trouble, je ne distingue rien. Une silhouette vêtue d'une robe rose passa devant lui. Sanran tourna son regard vers lui. Mais une seconde plus tard, elle détourna la tête et repartit. Imwogi écarta quelques mèches de cheveux avec sa main pour la suivre du regard. Après un temps indéterminé, il finit par se relever seul. Sanran en fut très surprise. Imwogi partit dans la direction opposée à Sanran. Ma Koju dit que je sens mauvais, je dois donc aller me laver. Elle rougit légèrement en regardant sa silhouette disparaître. Il ne m'a pas vu? Au plus profond de la forêt se trouvait un étang aux eaux assez limpides. Imwogi retira ses vêtements puis s'immergea dans l'eau. Après avoir mouillé son corps, il se redressa. Il continua à utiliser cette eau pour nettoyer son visage couvert de saleté. Les abdominaux parfaitement dessinés d'Imwogi se révélaient sous le soleil. Un moment plus tard, les oiseaux de la forêt battirent des ailes et s'envolèrent. Imwogi avait laissé son vieux vêtement en désordre au bord d'un rocher. Il était toujours allongé là sans partir. Le visage d'Imwogi ne présentait désormais plus aucune pustule. Soudain, des odeurs portées par le vent lui parvinrent, je sens quelque chose, toutes sortes d'odeurs. L'odeur de renouée à fleurs multiples, de champignons, de ginseng sauvage et même de crottes de lapin arrivait avec le vent. Imwogi se redressa brusquement et inspira profondément à plein poumon. Une fois son oui éveillé, son odorat s'éveilla lui aussi à un niveau stupéfiant. Ce soir-là, dans la chambre de la famille de Sanran, Chung Seon, une serviette à la main, demanda, « Mademoiselle, vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? Hier, vous m'avez envoyé au pavillon des 3 fleurs puis vous avez disparu pendant une heure entière. » Le visage de Sanran resta impassible, « Je te l'ai déjà dit, je me promenais simplement devant la résidence. » Après ces mots, elle observa discrètement la réaction de Chung Seon. Finalement, celle-ci lança directement, « Mademoiselle est allée voir Imwogi, n'est-ce pas? » Prise sur le fait, Sanran parut légèrement embarrassée. Chung Seon soupira et la réprimanda, « Tout le monde dit que c'est une maladie mortelle, et si vous étiez contaminé? » En repensant à son apparence d'hier, elle douta, on aurait même dit qu'il ne voyait plus rien. Chung Seon sourit et proposa, « Si vous êtes curieuse, j'irai voir pour vous, mais surtout n'y allez jamais seule. J'ai vérifié derrière le mur, mais je n'ai trouvé aucune trace d'Imwogi. » Sanran tendit la main et changea de sujet, « Donne-moi simplement la serviette. » Elle semblait pensive, le regard perdu ailleurs. Sur ce, Sanran utilisa la serviette pour essuyer l'eau restée sur son visage. Ce parfum subtil se répandit jusque dans le jardin. Le vent le dispersa même dans toutes les directions. Lorsque le parfum atteignit la forêt, il n'en restait qu'une très légère trace. Il se diffusa lentement dans chaque recoin de la forêt. Et ce parfum parvint finalement jusqu'à Imwogi. Il sourit en regardant au loin vers la chambre de Sanran dont la fenêtre était ouverte. Imwogi leva la tête et inspira profondément à plein poumon, Chung Seon sent l'abricot. Quant à Sanran, son parfum est frais comme la menthe. Ses pupilles avaient désormais beaucoup changé, « Mademoiselle. Mademoiselle, savez-vous à quel point Imwogi est idiot? » La voix lointaine de Chung Seon parvint pourtant aux oreilles d'Imwogi, même pour une charrette de bois valant 50 pièces de fer, il sourit bêtement alors qu'on ne lui en donne que 5. Parfois, il a la chance de trouver de la renouée à fleurs multiples ou du ginseng qu'il vend à l'apothicaire ou, mais même alors, il s'incline poliment après n'avoir reçu que quelques petites pièces d'argent. Et ce n'est pas tout, la rumeur dit que toute cette ville profite de lui. En entendant cela, Sanran resta silencieuse pendant un long moment. Chung Seon continua à parler de lui, parfois, il travaille aussi pour l'agence d'escorte de l'érable rouge. L'humeur d'Imwogi changea légèrement tandis que son regard se portait au loin. Le lendemain matin,
le ciel était toujours clair et lumineux. La route menant au marché était toujours bondée de passants. Comme d'habitude, un énorme tas de bois ambulant se distinguait dans la foule. Après plusieurs jours d'absence, Imwogi avait repris son travail. Le vieux Gio préparait à manger lorsqu'il aperçut une silhouette familière. Il se tourna aussitôt vers Imwogi et le réprimanda. « Sale gosse, tu sais à quel point on a manqué de bois pendant que tu traînais ailleurs ces derniers jours ?» Il pensait que le garçon s'excuserait et déposerait le bois, mais celui-ci passa simplement devant lui. Cela laissa le vieux Gio complètement perplexe. « Quoi ?» Imwogi se rendit au restaurant suivant, puis déposa le bois qu'il portait sur son dos, poussant le propriétaire surpris à sortir. En le voyant, il sourit et proposa « Achetez-moi ce bois ». Le vieux Yeok ne répondit pas tout de suite et observa simplement le tas de bois un instant. Voyant cela, Imwogi voulut repartir. « Si vous n'en voulez pas, je vais ailleurs ». Mais l'homme sourit et sortit son argent. « Bien sûr que j'achète, 5 pièces de fer comme d'habitude. » « Non. » Cette fois, le garçon fixa lui-même le prix. « Non, vous devez payer 30 pièces. » La réaction d'Imwogi fit instinctivement sursauter le vieux Yeok. Voyant son expression, il voulut encore partir. « Si vous n'achetez pas, je pars. Même 50 pièces serait bon marché. Alors à 30 je vous le donne presque. » L'homme sortit une ligature de pièces et dit, « Prends-la. La prochaine fois apporte ton bois ici et je te paierai 35 pièces. » Imwogi fixa silencieusement le vieux Yeok pendant un long moment. Après avoir pris la ligature, Imwogi alla voir le vieux Wang qui demanda, « Ce n'est pas un trachome, alors compte tes yeux. » Il resta silencieux et le laissa examiner attentivement ses yeux. Le vieux Wang finit par demander à Imwogi, « Est-ce que tu me vois ?» Il répondit franchement, « Pas très clairement, tout est flou. » En entendant cela, l'homme chercha plusieurs remèdes derrière lui. « Je me demande quel médicament serait bon pour tes yeux. » Pendant que le vieux Wang cherchait, Imwogi fouilla dans ses vêtements, sortit une plante médicinale et demanda, « Vous achetez ça ?» L'homme la reconnut immédiatement, du ginseng sauvage. À la forme de la tête de la racine, c'était un spécimen exceptionnel âgé d'au moins 50 ans. Le vieux Wang pâlit en examinant le ginseng, tandis qu'Imwogi demanda directement, « Combien m'en donnez-vous ?» L'homme tenta délibérément de faire baisser le prix, 50 pièces de fer, c'est déjà une excellente affaire. Le visage d'Imwogi se durcit de mécontentement. Le vieux Wang toussa sèchement et proposa davantage, comme quelqu'un cherche justement du ginseng sauvage, « Je t'en donne 100 pièces. » Mais les sourcils froncés du garçon le firent réfléchir, cet idiot est bizarre aujourd'hui. Se sentant quelque peu coupable, le vieux Wang augmenta son offre, très bien, un tael d'argent, pas une pièce de plus. Imwogi lâcha alors simplement, voleur. Insulté ainsi, l'homme sursauta, quoi? Le garçon mit directement le ginseng dans sa bouche et l'avala en mâchant, même 5 taels d'or ne suffiraient pas. Le vieux Wang resta stupéfait, ce véritable spécimen vaut jusqu'à 50 taels d'or, et il vient de l'avaler. Après cette longue journée, le soir finit par tomber. Imwogi retourna dans son village délabré. De l'autre côté du chemin, Ma Koju avançait rapidement. Elle tourna les yeux vers une direction qui lui était bien trop familière. Soudain, celui qui se tenait face à Ma Koju était Imwogi. Elle ouvrit de grands yeux et demanda, « Tu m'attendais ?» Ma Koju s'approcha pour sentir Imwogi, « Tu ne sens plus mauvais. » Voyant Imwogi bien remis, elle se réjouit aussi, et évidemment, avant tu sentais comme si tu sortais d'un égout. Sur ce, il sortit un petit sachet de brioche, tiens. Ma Koju ne comprit pas Imwogi, « C'est quoi ?» Il sourit, « J'ai acheté des brioches pour les petits, » ce qui la stupéfia encore plus, « Avec quel argent ?» Et Imwogi expliqua, « J'ai vendu du bois pour 30 pièces de fer. » En entendant cela, les yeux de Ma Koju s'illuminèrent. Avant de partir, il déclara qu'il demanderait désormais le juste prix pour tout, réjouissant Ma Koju, Imwogi devient enfin malin. Imwogi éclata d'un rire radieux, extrêmement heureux. Tous deux discutèrent très longtemps sur le pont. Au même moment, une silhouette les observait de loin. C'était l'un des hommes qui accompagnait souvent Guang Pio. Cette nuit-là, alors que la lune était déjà haute, Guang Pio et ceux qui harcelaient souvent Imwogi vinrent jusqu'à sa porte. Il semblait très contrarié en voyant son visage. Guang Pio et 3 autres s'approchèrent d'Imwogi qui somnolait. Sans dire un mot, il rugit en voulant le frapper, et, espèce d'idiot, Guang Pio donna un violent coup de pied dans la poitrine d'Imwogi. Il ne résista pas et se laissa emporter par le coup. Guang Pio ordonna alors à voix haute, « Guak Chu, va chercher Ma Koju et ramène-la ici. » Depuis quand cet idiot ose-t-il provoquer les autres? Il l'attrapa par le col et lui asséna encore quelques coups ordinaires. Guang Pio avait même caché un couteau sur lui, « Je vais te trancher la gorge. » Alors qu'il allait agir, une voix retentit, « Qui comptes-tu provoquer ?» Il tourna la tête vers l'endroit d'où venait la voix. Ma Koju se tenait là, bras croisés et regard extrêmement perçant. En voyant Ma Koju, Guang Pio la pointa aussitôt, « Tu tombes bien, je vais t'envoyer avec cet idiot. » À peine eut-il fini qu'il fonça immédiatement vers elle. Puis il donna sans pitié un coup de pied dans le ventre de Ma Koju. Elle écarquilla les yeux lorsque la douleur la frappa soudainement. Ma Koju s'effondra sans force en se tenant le vent. Elle entendit Guang Pio l'insulter, « Espèce de garce, tu oses fréquenter cet idiot en cachette ?» Elle protesta difficilement, « Qui a raconté ça, espèce de salaud ?» Il désigna le dénonciateur, Guak Chu l'a vu de ses propres yeux. Guak Chu ne pensait pas devoir vivre ça un jour, « Chef,
leur façon de rire et discuter ensemble n'avait vraiment rien de normal. Plus Guang Pio l'entendait, plus il s'énervait. Merde, c'est exactement ce que je voulais dire. Je vais m'occuper de vous deux. Imwogi, assis dans un coin, regardait ces hommes s'en prendre à Mak au jus. Ses larmes coulèrent en la voyant souffrir à cause de lui. Guang Pio, agacé, lança, imbécile, pleurer ne servira à rien. En l'entendant, Imwogi essuya aussitôt les larmes coulant sur ses joues. Il tenta d'ajuster ses pupilles pour regarder dans leur direction. Mais cela semblait encore un peu difficile pour Imwogi. Lorsqu'il ouvrit les yeux la première fois, l'image de Guang Pio était très floue. Imwogi décida de refermer les yeux. À la deuxième tentative, il était déjà plus proche. L'image devint progressivement nette et, à la dernière tentative, Guang Pio lança, « Pleurer ne te sauvera pas, idiot ». Il ouvrit grand la bouche avec un visage féroce. Contre toute attente, Imwogi distinguait même clairement les poils de sa barbe. Mak au jus remarqua rapidement que les yeux d'Imwogi avaient retrouvé leur éclat. Après un nez capable de sentir à des centaines de mètres, ses yeux s'éveillèrent à leur tour, lui permettant même de voir l'invisible. Il avança pas à pas jusqu'à Guang Pio. Imwogi fronça fortement les sourcils et ordonna, « Arrête, tête de cerf ». Cette appellation insolente le prit complètement au dépourvu. Revenu à lui, Guang Pio rugit, « Comment viens-tu de m'appeler ?» Sans la moindre peur, Imwogi répéta fermement, « Tête de cerf ». Mak au jus et les autres hommes restèrent bouche bée devant ce comportement inhabituel. Mais celui qui réagit le plus violemment fut évidemment Guang Pio, sale morveux. « Je vais te régler ton compte ». Face à ce geste dangereux, Imwogi n'avait aucune intention de reculer. Mak au jus devint inquiète, craignant qu'il ne lui arrive quelque chose. Les hommes restèrent eux aussi bouche bée devant leur chef. Quant à Guang Pio, fou de rage, il ne se souciait plus de rien. La dague dans la main de Guang Pio jaillit soudainement. Imwogi esquiva et le repoussa au loin d'un mouvement. Incapable de s'arrêter à temps, Guang Pio trébucha et perdit l'équilibre. Son visage frotta violemment contre le sol. Cela rappela à Guang Pio une histoire du passé. À l'époque, il n'était qu'un garçon observant son reflet dans la rivière. Après l'avoir contemplé un moment, Guang Pio s'exclama, « Bon sang, même moi je te trouve affreusement laid ». Imwogi vint alors à côté de lui et observa aussi son reflet dans l'eau. En le voyant, Guang Pio fut quelque peu mécontent. Il le réprimanda sèchement, « Merde, tu m'as fait peur, idiot ». Malgré cela, Imwogi se contenta de sourire sans y prêter attention. Guang Pio prit alors une pause et demanda avec assurance, « Alors, qu'en penses-tu » Imwogi répondit avec une sincérité absolue, « Tête de cerf ». Il reçut alors une sacrée correction de sa part. Guang Pio avait déjà un tempérament violent depuis son enfance. Ces deux mots suffirent à le rendre furieux contre Imwogi, « Merde, tu oses m'appeler tête de cerf, tu veux mourir ?» Imwogi fut frappé jusqu'au sang au nez, sans comprendre ce qui se passait. Il voyait seulement que Guang Pio était furieux, « Dégage, gamin ». Il décida de laisser Imwogi tranquille et se dirigea vers la rivière. Guang Pio retira la bande de tissu enroulée autour de son corps. Malgré son jeune âge, il urina directement dans la rivière du village. Guang Pio semblait très habitué, comme si ce n'était pas sa première fois. Imwogi n'était toujours pas parti, mais il a vraiment une tête de cerf. Il s'arrêta et regarda devant lui. Sur le pont, quelques filles se moquaient de lui. Elles tournaient Guang Pio en ridicule, alors il remonta furieusement son pantalon en jurant, « Merde, je vais vous régler votre compte ». Guang Pio poursuivit rapidement les filles sans aucune pitié. Imwogi suivait ses gestes avec de grands yeux, ignorant encore une chose. Tête de cerf et yeux de rat étaient des insultes servant à railler la laideur d'une personne. Au loin, Guang Pio allait rattraper la petite fille, « Où crois-tu aller ?» À force de fuir précipitamment, elle trébucha et s'écrasa le visage contre le sol. Imwogi resta figé, bouche bée devant cette scène effrayante. Guang Pio piétina violemment la fillette, « Crève, crève donc, espèce d'idiote ». Imwogi accourut pour l'arrêter, « Il ne faut pas frapper les gens, ce n'est pas bien ». Furieux et cherchant justement quelqu'un sur qui se défouler, Guang Pio cria, « Tu veux prendre les coups à sa place, espèce de chien ». Le lait Guang Pio détestait plus que tout être traité de « tête de cerf ». De retour au présent, ce souvenir lui revint et Guang Pio bondit, couteau en main, « Comment oses-tu » Mak au jus ouvrit de grands yeux, sans savoir comment réagir. Voyant sa rage, même ces hommes n'osèrent pas s'approcher. Les yeux de Guang Pio brûlaient désormais de colère, « Espèce d'idiot ». Imwogi le corrigea sérieusement, « Moi, je suis l'idiot, et toi, tu es la tête de cerf, non ?» Il perdit son dernier semblant de calme, « Crève ». Imwogi resta debout et poursuivit, « J'ai tout vu, tes jambes, et chacun de tes mouvements. » Quand la pointe du couteau arriva, il lui suffit d'incliner le corps pour l'esquiver. Face à l'attaque de Guang Pio, Imwogi se pencha aussitôt pour l'éviter. Guang Pio fronça les sourcils, le visage déformé, « Tu as esquivé ça ?» Guang Pio n'avait toujours pas renoncé à lui donner une raclée. Imwogi continua tranquillement à jouer avec ses nerfs, « Je te l'ai dit, j'ai tout vu. » Guang Pio visa sans cesse le cou d'Imwogi. Mais il ne faisait pas attention à ses propres appuis. Imwogi lui crocheta la jambe et Guang Pio bascula aussitôt en avant. Son visage s'écrasa de nouveau violemment dans le sable. Guang Pio se redressa aussitôt d'un bond. Mais un malheur survint, du sang commença à couler de son nez. Mak au jus et les autres, voyant cette scène,
gardèrent le silence sans oser parler. Tandis qu'Imwogi faisait calmement face à Guangpyo, ce n'est qu'alors qu'il remarqua vraiment son expression, ce type a changé. Une étrange compassion brillait au fond des yeux d'Imwogi. Guangpyo décida de jeter son couteau au sol. Sous les regards de tous, il se força à se relever. Guangpyo chercha aussitôt une excuse pour sauver la face. « Merde, j'ai juste trébuché parce que mon pied s'est accroché. » Guangchu, espèce de salaud. Appelé par son nom, il pâlit. « Chef, qu'est-ce qu'il y a ?» Au lieu de frapper Imwogi, Guangpyo passa sa colère sur quelqu'un d'autre. « Tu as dit qu'Imwogi flirtait avec Ma Koju ?» Guangchu ne tint pas longtemps avant de s'effondrer au sol. Guangpyo continua de le viser et le piétina sans pitié. « Répète un peu, espèce de salaud. » Il se protégea la tête et supplia. « Chef, j'ai seulement dit qu'Imwogi était avec Ma Koju. » Pour empêcher la situation d'empirer, les deux autres retinrent vite Guangpyo. « Chef, calme-toi. » Avant de partir, il lança un dernier avertissement. « Attends, toi aussi fais attention, et toi, si tu m'appelles encore tête de cerf, je te réglerai vraiment ton compte. » Imwogi les observa silencieusement. Les quatre insolents partirent ensemble. « Ça suffit, allons-y, chef, et ne prends pas mes paroles à la légère, Imwogi. » Après ces paroles, Guangpyo cessa enfin de jurer. Imwogi les suivit du regard tandis qu'ils traversaient le pont. À cet instant, Ma Koju déclara. Guangpyo a peur. Comme s'il n'avait rien entendu, il continua d'observer le chemin emprunté par l'homme. Bien qu'elle n'ait reçu aucune réponse, elle ajouta, malgré tout, sois prudent. Imwogi afficha un grand sourire en acceptant le conseil de Ma Koju. Elle resta encore un instant. Guangpyo est cruel et rusé, il s'est retiré seulement parce qu'il a été surpris, mais il reviendra vite te chercher, et Imwogi la rassura, ce n'est rien. Craignant qu'il soit blessé, elle s'énerva, comment ça, ce n'est rien, idiot. Imwogi ne put que sourire maladroitement face à ce reproche. Ma Koju leva la main, totalement impuissante, qu'est-ce que je peux encore te dire? Il n'y a plus aucun travail au marché, dès demain les enfants devront avoir faim. Je m'en vais. Imwogi la regarda partir et murmura, on dirait que Ma Koju n'aura pas de travail demain. À cette pensée, il inspira profondément. Imwogi ferma les yeux et tendit l'oreille au son de toute la région. Qu'est-ce que je devrais faire? Un moment plus tard, Imwogi cria au loin, Ma Koju. Elle s'arrêta et se retourna pour attendre la suite. Il lui transmit sérieusement un message, demain matin, va-t-on à la taverne de la famille Jin. Le visage de Ma Koju exprima une profonde incompréhension. Imwogi n'ajouta rien et répéta seulement, n'oublie pas d'y aller, tandis que Ma Koju pensa, la taverne de la famille Jin, mais quel était donc ce bruit? Elle suivit du regard la grande silhouette d'Imwogi traversant le pont. Elle ressentit un étrange malaise, les yeux d'Imwogi ont changé, quelque chose semble vraiment différent. Le lendemain matin, au marché animé, dans la taverne Jinga, une voix retentit, j'ai besoin de quelqu'un de toute urgence. Le vieux Jin observa sévèrement la personne devant lui. Ma Koju était arrivée très tôt, ma femme s'est cassé la cheville, j'ai donc besoin d'une caissière temporaire, mais comme il s'agit d'argent, je ne peux pas t'engager. Elle écouta silencieusement tous ses soupçons. Finalement, Ma Koju s'inclina légèrement, je travaillerai dur, et après réflexion, le vieux Jin accepta, bon, peu importe comment tu sais que j'ai besoin de quelqu'un, mais, à cet instant, une voix retentit, je me porte personnellement garant pour elle. Mon oncle, et il tourna les yeux vers l'homme qui venait de parler. Guangpyo écarta le rideau extérieur et entra. Il ajouta pour la défendre, Ma Koju calcule très vite et possède une excellente intuition. Le vieux Jin le regarda avec mépris, depuis quand suis-je ton oncle? Guangpyo invoqua leur lien, mon père ne vous traite-t-il pas comme son frère, donc vous êtes mon oncle? Mais le vieux Jin nia aussitôt, quel frère? Ton père dirige le gang du Serpent Noir, alors je suis forcé de payer sa protection et de lui offrir de l'alcool. Il cligna des yeux et déclara fermement, quoi qu'il en soit, je me porte garant pour Ma Koju. Je garantirai que le gang du Serpent Noir ne viendra pas ici, alors donnez-lui une chance, et s'il manque le moindre sou, je rembourserai tout. En entendant cela, le vieux Jin resta méfiant, tu ne mijotes rien de louche. Guangpyo perdit peu à peu patience, faites-moi confiance cette fois, mon oncle, je ne laisserai jamais le gang du Serpent Noir venir ici. Je vais voir mon père maintenant et lui demander de me confier ce quartier. Après ces paroles, le vieux Jin regarda Ma Koju d'un autre œil. Elle inclina légèrement la tête sans rien ajouter. Après son embauche, Ma Koju emmena Guangpyo dans un coin, pourquoi m'avez-vous aidé? Il croisa les bras et répondit, oublie ce qui s'est passé hier. Ma Koju prit un air sérieux, vraiment? Guangpyo demanda soudain, mais comment savais-tu que la femme du patron de la taverne Jinga était tombée et qu'il cherchait quelqu'un à la caisse? Elle plissa les yeux, ne sachant comment l'expliquer, c'est juste que, avant qu'elle puisse poursuivre, Guangpyo proposa, si tu travailles bien, je te ferai obtenir un poste permanent, et Ma Koju, reconnaissante, posa une condition, tant que vous ne touchez pas à Imwogi. Entendre ce nom mit aussitôt Guangpyo de mauvaise humeur. Guangpyo voulut répondre, mais se ravisa. Il éleva légèrement la voix, ne t'occupe plus de cet idiot et concentre-toi sur ton travail. Une fois installé à la taverne Jinga, tu n'auras plus à t'inquiéter de nourrir et vêtir tes petits frères et sœurs. Ma Koju regarda sa silhouette s'éloigner en songeant, ce salaud ne laissera sûrement pas Imwogi tranquille. Au même moment,
Imwogi portait comme chaque jour un tas de bois sur son dos. Aujourd'hui encore, il le vendit au vieux Yeok, 50 pièces de fer, désormais apporte-moi toujours ton bois. Le prix proposé le rendit beaucoup plus heureux. Soudain, quelque chose attira l'attention d'Imwogi. Il renifla plusieurs fois et pensa sentir l'odeur d'une renouée multiflore. Imwogi chercha du regard l'origine de cette odeur. Dans une herboristerie, plusieurs personnes s'exclamèrent « Bon sang, cette racine est énorme, elle doit avoir au moins 50 ans. » Les estimations et enchères fusèrent, 5 taels d'argent ? Vous voulez me voler ? Il en faut 10. Imwogi entendit tout depuis l'extérieur, 7 taels, c'est mon maximum, 8 taels, pas moins. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, de la renouée multiflore, je peux aussi en trouver. Un moment plus tard, Imwogi quitta les lieux. Il se fondit dans la foule qui parcourait la rue. Imwogi chercha avec plaisir des odeurs intéressantes, cette fois, ça sent la prune. Cette odeur, c'est Chung Seon. Il regarda rapidement de l'autre côté et l'aperçut. Chung Seon semblait avoir choisi quelques livres, celui-ci aussi a l'air très intéressant. Le libraire en fit l'éloge, voyage vers le sud, vous venez de choisir un livre rare, mais elle rit, vous dites ça pour me le vendre plus cher, non? Le vieil homme agita les mains, qui ferait ça à une cliente fidèle? C'est vraiment un manuscrit rare. Les deux continuèrent ainsi à discuter un long moment. De retour chez elle, Sanran demanda curieusement, tu as encore acheté des histoires? Chung Seon annonça joyeusement, mademoiselle, j'ai trouvé la coupe nationale, la suite de la balade du héros que vous aviez tant aimé la dernière fois. Les gens méprisent ces histoires bon marché, mais ne renferment-elles pas toutes sortes de destins humains? Grâce à vous, j'ai appris à lire, et maintenant ces livres me permettent même de découvrir le monde. Voyage vers le sud n'est pas une fiction, mais c'est vraiment formidable. Il raconte un voyage à travers les terres barbares du sud, avec toutes sortes de tribus aux coutumes étranges et même des créatures mystérieuses. La voix de Chung Seon se répandit dans toutes les directions. Elle pénétra profondément dans la forêt, traversa les arbres vertigineux et parvint aux oreilles sensibles d'Imwogi. Mademoiselle, asseyez-vous, je vais vous le lire. Il sourit en écoutant, moi aussi, j'aime beaucoup les histoires que lit Chung Seon. La nuit tomba peu à peu et Imwogi retourna dans son village. Aujourd'hui, il avait aussi acheté quelques petits pains farcis pour du pyong et du hui. Le garçon en tenait un dans chaque main et les dévorait avec appétit. Voyant cela, Imwogi lui rappela, mange doucement, je peux t'en acheter d'autres. Du hui demanda alors curieusement, tu ne les as pas volés, j'espère, et il sourit, j'ai gagné beaucoup d'argent en vendant du bois. Il m'en reste même autant, ce qui enthousiasma aussitôt les deux enfants. Quand on aura fini, rachète-nous-en, d'accord, Imwogi, tu es vraiment riche. En voyant leur sourire, Imwogi se sentit lui aussi très heureux. La nuit s'assombrit davantage et aucune lune n'éclairait le ciel. Comme d'habitude, Imwogi dormit profondément, adossé à une paroi de bois. Soudain, quelqu'un s'approcha de lui. Alors qu'il dormait profondément, il releva la tête. Ma Koju, un sac en tissu à la main, lui demanda, « Pourquoi dors-tu ici ?» Imwogi répondit franchement, « J'attendais et je me suis endormi sans m'en rendre compte. » Alors elle demanda, « Tu attendais qui ?» Il la regarda sincèrement, « J'attendais Ma Koju. » Ces mots firent involontairement rougir légèrement ses joues. Puis il ajouta, « J'attendais avec du hui et du pyong. » Mais ils ont dû rentrer chez eux. Ma Koju vint alors s'asseoir à côté d'Imwogi, « Je reviens de chez eux. Du hui m'a dit que tu avais acheté tellement de petits pains qu'ils allaient exploser. » Après avoir parlé, elle poussa un soupir. Sur ce, Ma Koju posa soigneusement le sac en tissu au sol. À l'intérieur se trouvaient de beaux morceaux de viande, ce sont des restes de clients, mais j'ai choisi les plus propres. Imwogi en prit un morceau, c'est du canard. Il le goûta naturellement sans la moindre hésitation. Imwogi se souvint alors de quelque chose, du hui et du pyong adorent le canard. Ces paroles apaisèrent Ma Koju, il est un peu idiot, mais il a vraiment bon cœur. Puis elle feignit la colère, j'en ai déjà gardé pour les petits, idiots. Imwogi dévora alors toute sa portion de viande. Ma Koju rit et lui rappela, doucement, mâche bien. Il rayonnait comme un enfant à qui l'on avait offert une délicieuse friandise. Pendant qu'il mangeait, Ma Koju dit étrangement, Imwogi, écoute-moi bien. Imwogi fronça les sourcils et interrompit ce qu'il faisait. Elle lui conseilla sérieusement, évite Guang Pyo quelque temps, ce salaud ne te laissera pas tranquille. Pourtant, Imwogi resta indifférent, ce n'est rien, ce qui déplut à Ma Koju, même si des misérables comme nous meurent, personne ne s'en souciera. Ce monde a toujours été ainsi. Ces mots semblaient assez profonds, le monde? Ma Koju hocha la tête, oui, ce monde ne changera jamais, si tu veux le changer, tu dois d'abord changer toi-même, et Imwogi pencha la tête, je ne comprends pas vraiment. Ma Koju chercha patiemment une autre explication, je veux dire que nous ne sommes que des gens insignifiants, même si nous mourons aujourd'hui dans un fossé, personne ne s'en souciera. Ces paroles laissèrent Imwogi encore plus perplexe, pourquoi faut-il que ce soit ainsi? Elle fronça les sourcils et le gronda, idiot, regarde seulement comment tu as vécu jusqu'ici et tu comprendras. Pourtant, depuis sa naissance, Imwogi avait toujours regardé toute chose avec le plus grand optimisme. Soudain, les joues de Ma Koju rougirent, à quoi bon te parler? Tu sais au moins qu'une fille comme moi s'inquiète pour toi. Quoi qu'il en soit, sois prudent, idiot. Ce monde ne changera jamais, si tu veux qu'il change,
tu dois d'abord changer toi-même. » Ces seuls mots suffirent à Imwogi pour décider, « Alors, je vais changer. » Imwogi avançait en sautillant joyeusement. Il fredonnait gaiement quelques chansons. Les rues alentours étaient extrêmement animées. Le vieux Yeok le remarqua justement. Il ouvrit de grands yeux, « Imwogi, tu ne rapportes pas de bois. » Imwogi passa en répondant à voix haute, « Aujourd'hui, j'ai déterré une racine de renouée multiflore. » Le vieux Yeok lui rappela gentiment, « Il n'y a plus de bois depuis hier. » Et il répondit en agitant la main, « J'en apporterai demain. » Il resta longtemps stupéfait, cet idiot s'est vraiment reconverti dans la cueillette de plantes médicinales. Imwogi s'arrêta alors devant un endroit, la clinique du médecin Wang. Une silhouette se dissimulait prudemment derrière le mur. Une racine de ginseng était soigneusement posée sur un tissu. Le vieux Wang l'observa longuement en silence. Ce ginseng sauvage a plus de 100 ans. Imwogi lui rappela, celui-ci vaut encore plus que la renouée multiflore. Le vieux Wang écarquilla les yeux, « Je sais, espèce d'idiot. » Après cela, l'homme demanda, « Combien dois-je te payer ?» Mais Imwogi répliqua, « Vous l'achetez ou non ?» Le visage d'Imwogi resta parfaitement impassible. Voyant cela, le vieux Wang céda, « Donne ton prix. » Imwogi tendit la main et saisit la racine, puis la porta directement à sa bouche. L'homme cria, paniqué, « Sale gosse, pourquoi manges-tu encore quelque chose d'aussi précieux que la dernière fois? Je te donnerai 5 taels d'or, et j'ai déjà proposé un prix très juste pour cette renouée médicinale. » Imwogi sourit et la lui rendit, « 5 taels d'or me vont. » Et le vieux Wang soupira de soulagement, « Ce trésor rare vaut 10 fois plus, j'ai failli le voir disparaître. » Un peu plus tard, l'homme compta soigneusement l'argent. Imwogi resta longtemps à attendre. Finalement, il se retourna pour partir, « Je ne vends plus. » Le visage du vieux Wang se figea aussitôt. Imwogi désigna le billet, « Ce n'est pas de l'or. » Alors l'homme expliqua, « C'est un billet de la Banque continentale, tu peux l'échanger contre de l'or partout. » Son visage s'assombrit aussitôt, « Je ne sais pas ce que c'est. » Cette attitude irrita le vieux Wang, « Sale gosse, qui transporte encore de l'or véritable pour faire des transactions de nos jours? » Imwogi ouvrit de nouveau la bouche et approcha la racine. L'homme cria de panique, « D'accord, j'ai compris. Je vais personnellement t'accompagner à la banque la plus proche pour l'échanger contre de l'or. » Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta. Les deux hommes partirent ensuite ensemble. Cachés non loin de là, Guakchu les observa. Le ciel prenait peu à peu une teinte orangée. Des cris furieux retentirent partout, « Putain, je l'ai vu de mes propres yeux. Cet idiot ne ramasse même plus de bois récemment, j'ignore combien d'argent il a tiré de sa renouée médicinale, mais il a même vendu du ginseng sauvage. » Le visage de Guangpyo se figea. Guakchu s'efforça d'expliquer, ce crétin ne savait même pas ce qu'était un billet bancaire, alors le médecin Wang l'a emmené à la banque, l'a changé en or et lui a donné 5 taels. 5 taels d'or, je te jure, je l'ai vu parfaitement. Guangpyo fit finalement craquer ses doigts, « Putain, où est ce chien d'Imwogi ?» L'autre s'empressa de le renseigner, il a acheté quelques petits pains farcis puis il est rentré chez lui. En l'entendant, Guangpyo décida aussitôt, « Allons lui casser la gueule maintenant. On va le dépouiller complètement. » Quelques lumières brillaient encore parmi les maisons délabrées. Imwogi et les deux autres savouraient leur dîner. Il ouvrit la bouche et mordit dans un petit pain farci. Une voix parvint à ses oreilles, « Chef, si on dépouille Imwogi, donnez-moi un tael d'or. » Aussitôt, il tourna la tête dans une direction. Les voix devinrent progressivement plus claires, « Cet idiot n'arrête pas de jacasser comme un fou. » Il n'y avait personne devant lui, tandis que la vente de la seule renouée médicinale avait déjà rapporté 12 taels d'argent. Ce n'est que bien plus tard qu'ils arrivèrent, « Putain, commencez par tabasser ce chien d'Imwogi et prenez son argent. » Guakchu, marchant à côté, demanda, « Mais comment allons-nous lui tendre une embuscade? La dernière fois, il n'a quand même pas trébuché tout seul, si ?» Guangpyo sursauta, « Quoi ?» Puis Guakchu s'écria soudain, « Chef, ne me dites pas que vous avez peur d'Imwogi. » Guangpyo l'interrompit bruyamment, « Qui a dit ça? J'ai déjà un plan, bande d'idiots. » Quelques brioches étaient posées au sol. Imwogi écoutait silencieusement leur conversation, alors Wang Sam et moi le coincerons des deux côtés. Il comprit alors leur plan, ensuite, je lui réglerai son compte. Imwogi ramassa aussitôt les brioches, rentrait les manger à la maison, allez. Les deux restèrent perplexes. Il s'avança pour se placer devant eux. Guangpyo s'avança agressivement, te voilà, Imwogi. Imwogi resta silencieux sans répondre. Voyant cela, il sourit et poursuivit, je suis venu parce que j'ai quelque chose à te dire. Imwogi resta figé, le visage impassible. Ils échangèrent alors un regard complice. Deux hommes s'avancèrent aussitôt. Très vite, Imwogi fut fermement immobilisé. Ils échangèrent ensuite un regard pour confirmer. Guangpyo sortit alors une dague. Il fronça les sourcils et frappa directement, goûte d'abord à ma lame. La dague fendit l'air en fonçant droit devant. Le corps d'Imwogi trembla légèrement. Voyant cela, Guangpyo releva la tête, perplexe. Mais la dague transperça directement Guakchu. Tremblant, il ouvrit la bouche et hurla, « C'est quoi ce foutu gamin ?» Imwogi le frappa soudainement au visage. La dague lui échappa alors des mains. Wang Sam devint livide de peur. La main d'Imwogi se referma sur son cou. Aussitôt après, tout son corps fut projeté contre le mur. Wang Sam fut ainsi mis hors combat. Guangpyo se tint le visage et fit signe au dernier, « Vas-y, règle son compte à cet idiot. » L'homme tremblait et n'osait pas avancer. Un instant plus tard,
Ao se décida et lança son poing. Imwogi ramassa calmement un bâton au sol. Il resta immobile sans esquiver le coup. À cette vue, Guangpyo resta aussitôt stupéfait. Ces hommes gémissaient de douleur au sol, mon genou, mon épaule. Guangpyo leva précipitamment la main, attends un peu. Espèce de salaud, je t'ai dit que j'étais seulement venu discuter. Imwogi pencha la tête et leva le bâton dans sa main, c'est bien toi qui m'as dit de goûter d'abord à ta lame. Désormais, il n'osait plus faire le fier, je plaisantais seulement, attends. Le visage d'Imwogi s'assombrit tandis qu'il leva haut le bras. Ce geste terrifia Guangpyo. Imwogi abattit alors brutalement son bâton. Du sang rouge éclaboussa tout son corps. Non loin, Guangchu tremblait en tenant sa blessure. La scène devant lui le faisait trembler de terreur. Une sueur froide ruisselait sur son visage. À ses yeux, Imwogi semblait devenu fou. Le lendemain à l'aube, la matinée était paisible. Chung Seon sortit rapidement de sa chambre. Après quelques pas, elle s'arrêta légèrement. Un mur se dressait devant elle. Chung Seon prit son courage et regarda discrètement au-delà. À peine eut-elle regardé qu'elle murmura, s'il ne vient pas ici. Attends, aurait-il été capturé et tué? La pièce était parfaitement silencieuse. Sentant un regard sur elle, Sanran releva la tête. Elle tourna les yeux vers la fenêtre. À l'extérieur, les arbres formaient une végétation dense. Voyant cela, Sanran demanda avec perplexité, qu'y a-t-il? La Société Noire était l'organisation clandestine régnant sur les nuits de cette ville, et son chef Guang Mak avait débuté comme homme de main dans le quartier des Maisons Closes, naturellement doué au combat et brutal. Il avait aussi eu la chance d'apprendre très tôt une technique de sabre avancée. Guang Mak avait commencé sa carrière dans les Maisons Closes avant d'étendre son influence en ouvrant des prêteurs sur gage. Il saignait aussi les habitants avec des prêts appelés rois des enfers, une forme impitoyable d'usure. Il était désormais à la tête d'une puissance contrôlant des prêteurs sur gage, des maisons de jeux et 2 tavernes, ainsi que 12 débits de boissons et 3 maisons closes, dont le pavillon de la splendeur était la principale. À cet instant, Guang Mak, chef de la Société Noire, fronça légèrement les sourcils, il ne pourra plus vivre comme une personne normale, n'est-ce pas? En face, Godu, l'épée qui tranche le ciel et chef adjoint, répondit lentement, pour l'instant, donnez-lui les premiers soins, puis envoyez-le dans une grande ville pour être soigné. En l'entendant, il broya la coupe dans sa main. Le visage de Guang Mak trahissait sa colère et sa douleur, c'est mon fils unique, celui que j'ai eu tant de mal à avoir. Sur le lit, Guangpyo était couvert de bandages. Guang Mak s'approcha lentement de lui. Guangpyo parvint difficilement à appeler « père ». Guang Mak resta là en réprimant sa douleur. Ce n'est qu'après un long moment qu'il dit « le médecin a promis de faire tout son possible, mais… ». Voyant quelqu'un entrer, Guang Mak cessa rapidement de pleurer. Godu sursauta et l'appela « grand frère ». Guang Mak serra les poings et demanda « Vous avez trouvé cet imbécile ?» Et l'homme répondit vite « J'ai envoyé tous nos hommes le chercher. Comme rien n'indique qu'il ait quitté la ville de Gorian, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le retrouve. Il fouille les routes qu'Imwogi emprunte habituellement. Il ratisse également tous les bidonvilles, comme s'ils installaient des postes de garde partout à Gorian. J'ai déjà envoyé mes hommes, alors ce ne sera plus long. » En entendant cela, Guang Mak ordonna d'un geste, s'il se cache dans les montagnes, ce ne sera pas facile. L'autre haussa légèrement les sourcils, j'engagerai un herboriste expérimenté comme guide et nous fouillerons aussi là-bas. Il baissa la tête et gronda, je lui arracherai le cœur et le déchirerai en morceaux. La lumière du soleil baignait l'extérieur du cabinet d'études. Les yeux de Sanran s'écarquillèrent de stupeur. Incapable de cacher son inquiétude, elle demanda, et Imwogi? Chung Seon répondit franchement, je ne sais pas, j'ai regardé plusieurs fois par-dessus le mur, mais, j'ai entendu dire que le gang noir fouille déjà toute la montagne avec des herboristes comme guides. Sanran supposa aussitôt, il a peut-être quitté la ville, mais Chung Seon affirma, non, plusieurs personnes l'auraient encore vu ce matin. On dit que le gang noir surveille le port et bloque toutes les routes menant hors de la ville. Il se cache sûrement quelque part à Gorian, alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit capturé, non, cette fois, Sanran resta silencieuse. Voyant cela, Chung Seon demanda avec hésitation, mademoiselle, vous vous inquiétez vraiment pour cet idiot? Elle ne répondit pas et ordonna, prépare-toi à sortir, laissant Chung Seon figé un instant, oui. Sanran ajouta sans détour, dépêche-toi. Chung Seon n'en croyait toujours pas ses yeux, vous allez le chercher, et Sanran répondit enfin, allons admirer les lotus à l'étang du lotus blanc. Mais Chung Seon pensait autrement, admirer les fleurs n'est qu'un prétexte. Mademoiselle veut surtout écouter les rumeurs du marché. Derrière les remparts s'élevaient de grands arbres. Non loin, Imwogi était perché sur une branche. Il sourit et murmura doucement, je vais bien. Une voix forte retentit à l'intérieur, Mak au jus, viens donner un coup de main en cuisine. Le vieux os entra dans la cuisine et resta stupéfait, les légumes ne sont toujours pas préparés. Qui surveille la marmite de viande? Bande de parasites inutiles, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit correctement. Quelqu'un lui rappela tout près, chef O, arrêtez de couper les légumes et allez mariner le poulet, assaisonnez-le bien. Aujourd'hui, beaucoup de clients commanderont sûrement du porc sauté aux pousses de soja, alors concentrez-vous sur ce plat. Le feu est trop faible, ajoutez du bois. Il se désigna alors, déconcerté, Mak au jus. C'est moi le chef de cuisine. Elle se détourna rapidement, alors, mon oncle, soyez moins colérique. Le vieux O demanda,
tu vas aider à couper les légumes, et Makoju répondit en agitant la main, je vais d'abord sortir les déchets. Il éclata alors de rire, vraiment, dès que Makoju entre en cuisine, tout se remet immédiatement en ordre. Quelque chose fut jeté devant l'entrée. Makoju sortit lentement. Le panier qu'elle tenait tomba aussitôt au sol. Surprise, elle se retourna brusquement. Une silhouette familière apparut devant ses yeux. Makoju s'exclama, stupéfaite, grand frère, j'ai entendu dire que tu avais failli tuer Gwangpyo. Imogi hocha calmement la tête, j'ai changé. En l'entendant, elle regarda prudemment autour d'elle. Makoju murmura alors, les hommes de la société noire fouillent partout pour te capturer. Il ne répondit pas et se contenta d'un léger sourire. Perplexe, elle s'exclama, tu arrives encore à sourire maintenant. Le village de Doha ressemble à une ruche qu'on vient de secouer. Imogi l'interrompit soudain, j'ai quelque chose à te demander. Makoju l'écouta attentivement, quoi donc? Il poursuivit lentement, tu as dit que si je changeais, le monde changerait aussi, non? Pour régler le problème avec Gwangpyo, ai-je une autre solution? Dois-je infliger à la société noire le même sort qu'à Gwangpyo? Elle ne répondit pas et inspira profondément. Imogi termina alors sa question, est-ce que je peux faire ça? Il fallut un moment à Makoju pour répondre, c'est complètement fou. Son expression resta impassible, mais si je fais ça, le problème sera réglé, non? Elle ne put s'empêcher de demander, Imogi, à quoi penses-tu au juste? Il se retourna alors pour partir, je reviendrai. Pendant un instant, Makoju resta sans voix. Finalement, elle put seulement l'avertir, ne monte pas dans la montagne, la société noire y mène des recherches avec des guides. Mais qu'est-ce qu'Imogi compte faire au juste? Tenant fermement une masse de fer, un homme demanda, grand frère, son arme peut vraiment briser une épée? Jiwashin répondit calmement, c'est déjà arrivé plusieurs fois, il a même brisé en deux des sabres assez lourds, et les deux autres s'exclamèrent, incroyable. Voyant cela, il agita l'arme dans sa main, un simple coup et un crâne éclate comme une pastèque. Leurs yeux s'illuminèrent aussitôt, vraiment? Jiwashin proposa alors, baisse un peu la tête, et les deux restèrent interdits, oui. Il leva la masse dans sa main, je vais utiliser ton crâne pour vous montrer. L'autre pâlit aussitôt et se protégea la tête. Jiwashin se détourna, ennuyé, quel lâche, je vais pisser. Un puissant jet d'eau se déversa. Tout en urinant, il marmonna, merde, où cet idiot a-t-il disparu, ce n'est quand même pas un démon? La masse était posée juste à côté de lui. Soudain, une force la lui arracha brusquement. Jiwashin tourna la tête, perplexe, quoi? Imogi avait déjà levé la masse, tu me cherchais? Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, sale gosse. Avant qu'il puisse finir, la masse s'abattit sur son crâne. Gwangmak s'exclama, stupéfait, quoi? Et Godu rapporta prudemment, ils ont été attaqués devant le restaurant de la rue de l'Ouest inférieure. Le crâne de Jiwashin a été fracassé et il est mort, tandis que ces deux hommes ont eu les épaules et les genoux broyés. En l'entendant, il ordonna aussitôt, au restaurant, vite. Les hommes fouillèrent soigneusement les environs. Un subordonné vint ensuite lui faire son rapport. Gwangmak attendit le résultat, puis fronça légèrement les sourcils et demanda, où est passé cet idiot? Godu s'avança pour rapporter, même le tavernier n'a rien vu, il dit qu'à sa sortie, tout était déjà terminé. Apparemment, Jiwashin a été attaqué par surprise en allant uriner derrière. Ces mots le rendirent furieux, il buvait en pleine rue, comment personne n'aurait-il pu voir quoi que ce soit? Très vite, tout le groupe fut réuni. Debout devant eux, il cria, fouillez les environs et trouvez quelqu'un qui a vu cet idiot. Tous obéirent aussitôt. Puis ils se dispersèrent dans toutes les directions. Chaque recoin fut soigneusement fouillé. Deux hommes discutaient en marchant, Imogi nous fait vivre un véritable enfer. L'autre poursuivit, après avoir terrassé Jiwashin, quelqu'un l'a sûrement vu dans la rue du sud supérieur. C'est pour ça qu'on doit patrouiller dans ce secteur. Devant eux se dressait une porte fermée, une impasse. Un bruit attira soudain leur attention. Imogi se tenait silencieusement là, une masse sur l'épaule. Ils dégainèrent aussitôt leurs épées, espèce d'idiot, le chef offre une pièce d'or pour ta tête. L'un d'eux se précipita vers lui, épée en main. Imogi fronça légèrement les sourcils en le regardant approcher. Un cri retentit dans la ruelle. Le visage d'un homme fut violemment écrasé contre le sol. Du sang rouge éclaboussa les murs. L'autre homme fut lui aussi rapidement terrassé. Le pilon dans sa main était encore couvert de sang. Imogi le jeta simplement dans la rue. Une fois terminé, il repartit tranquillement. Une voix retentit dans la pièce, cet homme est comme un fantôme. Depuis la rue de l'Ouest inférieure, il apparaît et disparaît partout dans Gorian en terrassant les voyous du gang noir. Sanran resta impassible, apporte-moi du jus de fruits, puis Chung Seon rappela doucement, le marché nocturne ouvre aujourd'hui dans la rue principale. Peu après, un bol de fruits fut apporté. Chung Seon ne put cacher son enthousiasme, on dit que le marchand de produits divers venu de Lanzhou aura un immense étal. Il y aura sûrement beaucoup d'objets rares qu'on ne voit jamais d'habitude, n'est-ce pas? Son regard ne bougea pas, laisse tomber. Chung Seon suggéra aussitôt, peut-être trouverez-vous l'épingle à cheveux en forme de papillon argenté que vous aimez, mademoiselle. Des lanternes illuminaient toute la rue. Le marché était plus animé que jamais. Une foule dense circulait partout. Les cris des marchands retentissaient, approchez, approchez. Un vendeur criait pour attirer les clients, vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut. D'innombrables objets scintillants étaient exposés sur l'étal. Parmi eux,
une épingle à cheveux en argent attirait particulièrement le regard. Une main se tendit pour le ramasser. Imwogi l'examina attentivement pendant un long moment. Le propriétaire le remarqua également. Il expliqua aussitôt avec précaution, cette précieuse épingle papillon en argent était donc cachée ici, quelle chance de l'avoir trouvée. Il se tourna immédiatement vers lui et demanda, combien coûte-t-elle? Non loin, une silhouette apparut furtivement. Godu menait une bande de voyous en patrouille partout. L'un d'eux tourna la tête pour observer les alentours. Soudain, ses pas s'arrêtèrent. Imwogi se distinguait vaguement au milieu de la foule. Il tenait joyeusement l'épingle dans sa main. Voyant cela, Godu murmura, c'est cet idiot, non? Les voyous reconnurent aussitôt que c'était bien lui. L'un d'eux le fusilla du regard, ce salaud en a assez de vivre. Godu baissa la tête et ordonna, attrapez-le. Le groupe se précipita rapidement vers lui. Au loin, Imwogi n'avait encore rien remarqué. L'agitation attira son attention et il regarda dans leur direction. Cette attitude déconcerta Godu, il me regarde droit dans les yeux et n'a même pas l'air surpris. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Imwogi avança lentement sur le sol. Peu à peu, il s'enfonça dans la foule. Godu cria, paniqué, il s'enfuit, ne le laissez pas filer. Des cris retentirent dans tout le marché, voilà cet idiot, il est là-bas, attrapez-le. Des lanternes éclairaient toute la rue. Les environs étaient parfaitement silencieux. Godu mena ses hommes jusqu'à un endroit. Il balaya les alentours du regard. À cet instant, plusieurs subordonnés accoururent. Godu fronça légèrement les sourcils, vous l'avez perdu? Ils rapportèrent aussitôt, il semble avoir fui vers la colline. En l'entendant, il ordonna, je passe devant, dispersez-vous et poursuivez-le, puis sifflez dès que vous le voyez. Au même moment, dans un grand pavillon, une coupe de vin tomba au sol et se brisa. Gwang Mak tremblait de rage, ce morveux est-il un fantôme? Devant lui, Godu rapporta franchement, nous avons bouclé tout le quartier de la rue du Sud et mobilisé tous nos hommes. Il leva un regard furieux, alors pourquoi ne l'avez-vous toujours pas trouvé? L'autre expliqua aussitôt, en traversant la colline puis en descendant, on atteint la compagnie commerciale de l'érable rouge, et nous avons fouillé partout sauf là-bas. Gwang Mak demanda avec suspicion, tu veux dire que cet idiot a escaladé le mur pour se cacher dans la compagnie commerciale de l'érable rouge? Godu exposa à voix basse son hypothèse, la compagnie commerciale de l'érable rouge abrite des experts de premier rang dirigés par son président Jok Baek, il ne peut pas s'y cacher. Cette fois, il resta silencieux. Après réflexion, Gwang Mak trouva cela logique, oui, quel fou Agorian oserait escalader le mur de la compagnie du vent rouge? Ce serait se jeter dans la gueule du tigre. Tu dis l'avoir suivi sur les toits avec ta technique de légèreté, et Godu répondit aussitôt, oui, chef. Une lueur scrutatrice traversa ses yeux. Les yeux grands ouverts, il balaya tout le quartier du regard. Une silhouette courait rapidement dans la rue. D'en haut, il observa silencieusement, je l'ai trouvé. Puis une silhouette fila comme un éclair. Godu se lança rapidement à sa poursuite. Il bondit agilement de toit en toit. Finalement, il s'arrêta dans une ruelle. Devant lui, il n'y avait absolument personne. Godu parut perplexe, pourtant, je l'ai clairement vu tourner dans cette ruelle. Une voix grave retentit près de son oreille, tu ne l'as pas laissé s'échapper exprès, n'est-ce pas? Godu ouvrit de grands yeux, stupéfait, comment pouvez-vous dire ça, chef? Gwang Mak essuya le coin de sa bouche, tu as repéré ce gamin depuis les toits, puis il a disparu dans une ruelle, tu es descendu lui barrer la route, mais il s'est volatilisé. Godu s'empressa d'expliquer, moi-même, je ne comprends pas. Gwang Mak poursuivit lentement, c'est absurde, cet idiot pourrait tromper ta technique de légèreté et ta vue, mais Godu confirma, rien n'indique qu'il soit parti, nos hommes fouillent chaque maison, ils le trouveront bientôt. Il demanda soudain, frère, sais-tu combien de femmes tu as appelées belle-sœur jusqu'à présent? Godu pensa intérieurement, 6 ou 7? Pourquoi le chef demande-t-il ça soudainement? Sans réponse, Gwang Mak expliqua, 13 au total, sais-tu pourquoi je change si souvent de femmes? Godu répondit, chef, vous vous consacrez uniquement à la prospérité du gang noir et semblez peu intéressé par les femmes, alors je l'ignore. Il serra le poing et frappa violemment la table, parce que ma semence est mauvaise. Godu ouvrit de grands yeux, oui, et Gwang Mak éleva la voix, j'ai changé tant de femmes uniquement pour obtenir un héritier, et je n'ai eu que Gwang Pyo. Maintenant, mon fils unique ne peut même plus vivre comme une personne normale, mon monde s'est effondré. J'arracherai le cœur de cet idiot et le mâcherai en morceaux, même jeter son cadavre dans une porcherie ne suffira pas à calmer ma rage. Godu joignit les poings, quoi qu'il arrive, je capturerai cet idiot et l'amènerai devant vous, chef. Aucun bruit ne venait de l'extérieur du cabinet d'études. La porte en bois restait silencieusement fermée. À l'intérieur, il n'y avait aucune lumière. Les poutres étaient couvertes de toiles d'araignée. Imwogi était recroquevillé dans un coin. Il releva la tête vers la fenêtre. Des bruits précipités retentirent soudain. Des pas rapides frappaient le sol. Sa silhouette filait agilement dans la nuit. Un visage rougi par l'épuisement apparut, je l'ai trouvé. Ses talons étaient désormais couverts de callosité. Imwogi s'efforçait de marcher aussi silencieusement que possible. Le moindre bruit suffisait à le mettre en alerte. Imwogi se cacha soigneusement derrière un mur. Godu s'approcha pas à pas. Soudain, il se retourna brusquement.
juste près de l'endroit où Imwogi se cachait. Le bruit des pas s'éloigna progressivement. Une voix claire parvint à ses oreilles, le signal du chef adjoint vient de la gauche. Imwogi releva la tête et observa silencieusement. Aussitôt après, il partit rapidement. Imwogi disparut ainsi peu à peu dans la nuit. Pour l'instant, il resta assis sans bouger. Ce ne fut qu'un long moment plus tard qu'il fouilla dans ses vêtements. Il en sortit l'épingle à cheveux. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, elle est magnifique, Sanran va l'adorer. Ses yeux s'illuminèrent alors vivement. Une lueur se répandit autour de l'épingle. L'épingle s'envola par la fenêtre. Elle continua de voler jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Finalement, l'épingle atteignit la résidence de Sanran. Les lieux étaient toujours plongés dans le silence. Sanran ouvrit la porte pour accueillir la lumière matinale. Le soleil apparaissait justement à l'horizon. Elle ouvrit la bouche et s'exclama de surprise. Un objet à proximité attira son attention. L'épingle reposait soigneusement sur la table. Sanran tendit la main pour la prendre. Son expression se figea un instant, ce n'est pas à moi. Chung Seon venait elle aussi de se réveiller. Encore somnolente, elle s'approcha, mademoiselle, vous êtes déjà réveillée. Sanran se tourna vers elle, je me suis réveillée très tôt. Chung Seon ouvrit de grands yeux, vous auriez dû me réveiller. Toujours aussi calme, Sanran ordonna, prépare l'eau pour ma toilette. Chung Seon partit aussitôt en courant, je vais tout préparer immédiatement, mademoiselle. Tout fut rapidement préparé. En lui arrangeant les cheveux, Chung Seon raconta, au fait, j'ai entendu dire que le marché nocturne avait été complètement bouleversé hier soir. Sanran demanda doucement en plaisantant, ils l'ont découvert devant l'étal des 1000 marchandises. Chung Seon poursuivit lentement, il paraît que oui, la société noire a repéré Imwogi et l'a encerclé de toutes parts pour le traquer. Ces paroles figèrent brièvement Sanran. Les rues étaient toujours bondées de passants. Les hommes du milieu martial continuaient leurs recherches partout. L'un d'eux ouvrit grand les yeux et scruta les alentours. Cet homme était Gu Jongdae, 6e dans la hiérarchie du gang noir. Un autre groupe d'hommes approchait non loin. En les voyant, il s'irrita davantage, nos hommes sont partout, alors dans quel trou cet idiot se cache-t-il? Buvons un peu d'eau pour nous rafraîchir la gorge, puis reprenons les recherches. Ensuite, tous entrèrent s'asseoir pour boire un peu d'eau. Gu Jongdae leva la tête et vida toute la cruche d'eau. Puis il frappa joyeusement la table, enfin, je revis. Sur ce, Gu Jongdae saisit rapidement ses baguettes. Son regard se posa justement dans une direction. Imwogi se tenait déjà juste en face de lui. Il les regardait froidement. Un ordre fut aussitôt lancé, vite, suivez le chef. Les maisons serrées formaient ici un véritable labyrinthe. Imwogi trottinait devant tandis que Gu Jongdae peinait à le poursuivre. Il atteignit un endroit puis tourna rapidement. Imwogi s'arrêta enfin et pensa en haletant, quelle direction? Je vois le chef, suivez-le dans cette direction. Le chef est à environ 30 mètres d'ici. Il commença alors à avancer lentement. Imwogi ralentit progressivement, passant de la course à la marche. Mais Gu Jongdae apparut soudain devant lui. Il sourit en pointant devant lui, arrête-toi là. Imwogi ne le laissa pas poursuivre et changea aussitôt de direction. Gu Jongdae inclina la tête en riant, je t'ai eu, c'est une impasse, Imwogi. Puis il le suivit tranquillement. Arrivé à un tournant, Gu Jongdae regarda à l'intérieur. Arrivé à un tournant, Gu Jongdae regarda à l'intérieur. Gu Jongdae s'approcha lentement en le menaçant, sale gamin, laisse-moi d'abord te donner une raclée. Imwogi ne montrait aucune peur et tenait un objet dans sa main. Lorsque sa vision dynamique s'améliora considérablement, Gu Jongdae contracta son corps pour accumuler sa force, tandis qu'Imwogi, glacial, gardait les yeux fixés sur lui. Gu Jongdae lança alors son attaque. Imwogi l'esquiva facilement en pensant, ses mouvements semblent considérablement ralentis. Ce fut ensuite au tour d'Imwogi de bondir. Il brandit son bâton en visant Gu Jongdae. Imwogi abattit résolument son bâton. Le bâton noir fendit rapidement l'air. Puis il frappa Gu Jongdae. La douleur fit pâlir Gu Jongdae. Tout son corps s'effondra alors au sol. Imwogi bondit et attaque de nouveau par derrière. Il ne peut que serrer les dents et encaisser. Finalement, Gu Jongdae s'effondre face contre terre. Imwogi n'accorde toujours aucune pitié à son adversaire. Les coups impitoyables continuent de pleuvoir. Peu après, Gwang Mak et Godu arrivent enfin. Devant eux Gu Jongdae, battu presque à mort. Un subordonné s'approche pour l'examiner. Godu demande alors, que devons-nous faire, tandis que Gwang Mak marmonne d'un air glacial. Godu observe Gu Jongdae et juge qu'il respire à peine et que son corps est totalement détruit. Gwang Mak ordonne, sortez-le d'ici avant que quelqu'un ne le voie. Godu se retourne aussitôt. Comprenant son intention, les subordonnés emportent Gu Jongdae. Gwang Mak demande enfin, tu dis que tout était déjà fini lorsque les hommes de Gu Jongdae sont arrivés. Godu confirme calmement, oui, j'ai envoyé tous nos hommes fouiller toute la zone. Gwang Mak se retourne et l'appelle, petit frère, et celui-ci répond docilement, oui. Il poursuit, tu as vu leur visage, après Jiwashin, même Gu Jongdae a été vaincu, ils commencent à avoir peur. Il faut d'abord les faire taire, car si cela s'ébruite, toute la pègre pourrait sombrer dans le chaos. Malgré cette explication méthodique, Godu demande encore, pouvons-nous vraiment étouffer cette affaire? Gwang Mak explique, nous devons absolument capturer ce morveux d'Imwogi et l'éliminer avant que la rumeur ne se répande. Ils restent côte à côte et élaborent leur plan. Tout continue comme d'habitude. Ailleurs, dans une forêt.
L'endroit est entièrement couvert d'arbres. Imwogi est assis près d'un ruisseau, ce gamin a quelque chose d'étrange. N'utilisez plus de petites frappes, choisissez notre élite, ceux qui manient les armes blanches et maîtrisent les arts martiaux, pour le traquer. Dites-leur que s'ils le trouvent, ils doivent seulement le suivre. Le capturer sera notre affaire à tous les deux. Ailleurs, plusieurs bols sont posés sur une table. Puis une voix douce murmure, c'est vrai. Sanran demande avec curiosité, quoi donc, et Chung Seon explique calmement, le livre que j'ai lu hier à mademoiselle, Chronique du lettré Jong. Mademoiselle a dit qu'il était ennuyeux, rempli d'arts martiaux insignifiants et de philosophies absurdes. Je voulais l'échanger contre un autre livre, mais il a complètement disparu. Sanran propose gentiment, cherche encore, un livre n'a pas de jambes pour s'enfuir. Chung Seon lui répond lentement, je sais, c'est comme si un fantôme l'avait caché. Dehors, le soleil éclaire plusieurs maisons. Imwogi s'est rendu ailleurs et lit secrètement, mademoiselle, le contenu de ce livre est vraiment ridicule. Si tout le monde pouvait apprendre les arts martiaux rien qu'en regardant, chacun deviendrait un maître. C'est justement pour ça que ce n'est qu'une histoire. Mais si c'était vrai, ce ne serait pas merveilleux. Soudain, un bruit étrange venu de l'extérieur résonna jusqu'à l'intérieur. La petite épée était nettoyée avec un soin extrême. 3 hommes se tenaient autour de la table. La lame était si bien polie qu'elle reflétait l'expression de son propriétaire. À cet instant, Gingiop sourit et déclara, c'est moi qui devrais trouver ce morveux d'Imwogi et lui trancher proprement la gorge. En entendant cela, l'homme à côté le prévint gentiment, Imwogi n'est plus celui d'avant, même Gu Jongdae a été vaincu. Gingiop ignora cet avertissement, cet idiot de Gu Jongdae n'a pour lui que sa force physique. Si Gu Jongdae a atteint ce rang, c'est uniquement grâce à sa force brute dépourvue de stratégie. L'épée de Gingiop trancha une mèche de cheveux de l'autre homme, le terrifiant. Il fronça les sourcils et déclara gravement, moi, c'est différent, dès que j'utilise la technique du sabre de la rafale, tout se termine en un éclair. Les autres approuvèrent aussitôt, évidemment, je connais parfaitement ta maîtrise divine du sabre, toi et Godu êtes de véritables rivaux avec la technique du sabre de la rafale. Malgré les compliments, Gingiop ajouta calmement, pour être franc, je reste légèrement inférieur à Godu. Mais c'est largement suffisant pour envoyer un amateur dans l'au-delà. À côté, Imwogi pensa, ce type vient de piquer mon orgueil, revois donc ta comparaison. Les rues étaient relativement désertes à cette heure-ci. Gingiop ouvrit la porte et sortit. Une voix derrière lui attira soudain son attention, tu daignes enfin te montrer. Gingiop se mit aussitôt sur ses gardes, dégaina son arme et répondit, qui est là? Imwogi se tenait devant Gingiop. Son expression était extrêmement froide. En voyant sa proie, Gingiop souffla, se détendit et ricana, tu viens creuser ta propre tombe? Imwogi, enfoiré, tu m'as fait sursauter. Mais Imwogi ne répondit rien et leva simplement son bâton. Agacé, Gingiop attaqua aussitôt, bordel, tu crois que je suis comme Jiwashin ou Gu Jongdae? Imwogi ouvrit grand les yeux et observa attentivement. Cette attaque frappa Imwogi de plein fouet. L'impact étourdit Imwogi. Gingiop attaqua de nouveau en criant, crève. Il joignit les jambes et commença à tournoyer. Finalement, Gingiop tout entier tournoya comme une tornade. Les éclats lumineux produits par Gingiop foncèrent sur Imwogi. Imwogi serra les dents et leva aussitôt son bâton pour se défendre. Les éclats lumineux heurtèrent son bâton avant d'être déviés. Mais l'offensive de Gingiop n'était pas encore terminée. Il enchaîna des estocades à grande vitesse. Imwogi fut progressivement submergé. Les coups de Gingiop décrivaient des courbes pour contourner le bâton d'Imwogi. Imwogi ouvrit soudain grand les yeux et concentra davantage son attention. Mais malgré sa vigilance, Imwogi ne put esquiver l'attaque suivante. En face, Gingiop afficha un sourire ravi, petit morveux, voici la danse chaotique de la rafale, je vais prendre ton bras gauche. Mais avant ça, goûte donc aux brise-montagnes de la rafale et au tracam de la rafale. Imwogi brandit son bâton et part difficilement. Peu après, son bâton est brisé en deux. Imwogi enchaîne péniblement quelques autres techniques. En le réalisant, il est stupéfait de voir son arme détruite. Gingiop, encore plus excité, intensifie ses attaques. Une lueur jaillit lorsqu'Imwogi est touché. Son visage se crispe aussitôt de douleur. Tous deux s'immobilisent juste après. Gingiop marmonne avec irritation, merde, si le grand frère ne m'avait pas ordonné de te garder en vie, je t'aurais déjà transpercé la gorge. Il enfonce davantage la lame dans le corps d'Imwogi. Le visage de ce dernier exprime une douleur croissante. Gingiop éclate de rire avec délectation, devrais-je l'enfoncer encore un peu? Mais Imwogi réagit soudainement. Il donne un violent coup de tête à Gingiop. Celui-ci reculant se tenant le visage de douleur. Imwogi retient sa douleur et retire l'épée de sa cuisse. Gingiop se couvre toujours le visage. Juste après, Imwogi lance son attaque. Voyant Imwogi reproduire sa propre technique, Gingiop s'affole, comment peux-tu utiliser la danse frénétique du vent fulgurant? Mais à peine a-t-il fini qu'il est frappé. Gingiop chancelle puis tombe en arrière. Il s'écrase lourdement au sol. Gingiop perd complètement connaissance. Imwogi s'effondre aussi et doit s'appuyer sur l'épée. Sa blessure à la cuisse saigne toujours. Imwogi doit aussitôt la comprimer à main nue. Il se relève lentement puis s'en va. Il emporte l'épée de Gingiop comme butin. Imwogi marche seul sur une route déserte. La nuit tombe rapidement sous un ciel couvert de nuages. Dans la forêt,
les arbres se balancent lentement. Une main broie des feuilles avec une pierre pour préparer un remède. Imwogi se concentre pour fabriquer un remède destiné à sa blessure. Il broie les feuilles jusqu'à en extraire le jus. Imwogi applique rapidement ce mélange sur sa jambe, puis il la bande fermement avec un tissu blanc. Alors seulement, il s'autorise à pousser un souffle douloureux. Les nuages voilent la lune nocturne. Allongé au sol, Imwogi lève les yeux et constate avoir suivi exactement les instructions du livre. Le faible chant des insectes résonne à ses oreilles. Un appel retentit dans la cour, « Mademoiselle ». Un livre fut ensuite brandi. Chung Seon annonça joyeusement, « J'ai retrouvé le livre, mademoiselle. Je suis allé chercher un nouveau balai dans l'entrepôt et il était juste là. Je suis certaine de n'avoir jamais apporté ce livre dans l'entrepôt. » Sanran répondit en souriant, « On dirait que ce livre s'est fait pousser des jambes pour partir tout seul. » Chung Seon proposa ensuite, « Mademoiselle, je peux aller à la librairie l'échanger contre un livre avec une histoire plus intéressante. » Les yeux de Sanran s'illuminèrent aussitôt. Sa main fouilla dans ses vêtements. Sanran en sortit alors une barrette étincelante. Son regard vacilla légèrement. La lune brillait toujours vivement dans la nuit. La silhouette d'Imwogi fendit les airs. Sa main armée abattait sans cesse son épée. Ses pas légers glissaient sur le sol. Il s'immobilisa soudain. Il fixa attentivement ses pieds et modifia son jeu de jambes, rendant ses mouvements d'épée bien plus fluides. La silhouette de Godu apparut ensuite dans son esprit. Godu tenait une épée à la main. La lame émit une lueur glaciale. Imwogi contempla longtemps son épée. Puis-je vraiment affronter cette énorme lame avec ça? Pour opposer une lame légère à une arme lourde, le transfert de force est la technique la plus adaptée. Le transfert de force consiste à dévier la puissance d'une attaque plutôt qu'à l'affronter directement, afin de détourner la force adverse. En observant les pieds de l'adversaire pour prévoir ses mouvements et ses yeux pour lire ses intentions, sa prochaine attaque devient évidente. Si je fais exactement ce que le livre enseigne, je devrais y arriver. Une nouvelle sensation le surprit. Imwogi regarda sa blessure, elle ne faisait plus mal et même marcher lui semblait parfaitement normal. Je suis déjà complètement guéri. Après l'amélioration de ses 5 sens, ses capacités de régénération et de récupération physique commencèrent aussi à apparaître. La maison était plongée dans le calme de la nuit. Des pas avancèrent lentement, un à un. Sanran franchit prudemment le portail de la maison. Elle regarda attentivement autour d'elle. Un coin vide de la pièce attira son attention. Le regard de Sanran s'adoucit peu à peu. La barrette dans sa main scintilla. Elle la posa ensuite délicatement sur le sol. Imwogi revint juste à temps pour l'apercevoir. Il comprit aussitôt que Sanran était venu ici. Après ces mots, Imwogi se baissa et la ramassa. Après avoir senti l'air, il murmure, « Son parfum est encore frais, elle était ici il y a peu. » Un morceau de papier tombe soudain. Plus il lit, plus son cœur se serre. Elle savait que j'étais ici. Depuis le début. Imwogi sort lentement. Il lève la tête dans le vent nocturne, je peux entendre la respiration de Sanran. Ses pas deviennent de plus en plus rapides. Les feuillages frémissent doucement dans le vent. Les bruits cessent au cœur de la forêt de bambous. Sanran attend au milieu d'une clairière. Percevant un mouvement, elle se retourne aussitôt. Une silhouette indistincte apparaît derrière les bambous. Puis le visage d'Imwogi se révèle clairement. Sanran paraît un instant déconcerté. Ses pieds nus foulent l'herbe verte. À cet instant, tous deux se regardent en silence. Une brise traverse les cheveux d'Imwogi. Sanran baisse la tête sans rien dire. Ainsi, seul le souffle du vent résonne dans la nuit. Finalement, Imwogi détourne le regard. Un verre est rempli d'eau sur la table. Des hommes montent soigneusement la garde autour. Godu boit tranquillement une gorgée, il viendra, j'en suis certain. Gwa Kyung-do lui rappelle, chef adjoint de la bande, vous êtes assis ici depuis 8 heures. Il serre les dents, le problème n'est pas seulement de l'avoir perdu pendant la poursuite. Ce type est-il un démon? Non, mais quelque chose chez lui est vraiment anormal. Jiwashin, Gu Jongde, et même Jinjiop. Cet imbécile s'est soit montré de lui-même, soit les a attirés dehors pour les éliminer un par un. Sa prochaine cible sera forcément moi, il apparaîtra sans aucun doute. Sanran s'exclame, stupéfaite, le parfum? Imwogi acquiesce franchement, oui, je me souviens parfaitement du parfum de Sanran. Ces mots la laissent momentanément sans voix. Après une pause, il poursuit, je peux aussi tout entendre. Sanran demande aussitôt avec curiosité, quels sont? Imwogi sourit en montrant les dents, même depuis la forêt au-delà du mur, j'entends Chung Seon te lire des livres. Elle ouvre grand les yeux et la bouche, incrédule. Il fronce légèrement les sourcils, c'est pareil avec la pègre, je sais exactement où ils sont grâce à leur odeur et au son qu'ils produisent, alors ne t'inquiète pas pour moi. Sanran veut encore parler, mais Imwogi l'interrompit franchement, je peux garder ce mouchoir? Finalement, elle ne put que pousser un soupir. Il lui tendit la barrette, tiens, ça. Les rues étaient bondées de passants. Godu attendait toujours patiemment à l'auberge. Son regard s'arrêta soudain sur un endroit. Son visage se figea aussitôt de stupeur. Imwogi approchait avec une épée. Une lueur pensive traversa son regard. Puis il baissa la tête, plongé dans ses pensées. Godu frappa violemment la table avec sa tasse. En voyant cela, l'homme à côté l'interpella, Gwa Kyung-do. Godu confirma à voix basse, moins fort, tu as bien placé tes hommes à bonne distance, n'est-ce pas? Gwa Kyung-do répondit calmement, ce sont tous d'excellents épéistes maîtrisant l'art du déplacement léger, ils attendent le signal aux alentours. Le visage de Godu s'assombrit, ce morveux d'Imwogi est apparu derrière nous,
ne te retourne pas. Gwa Kyung-do écarquilla les yeux et resta parfaitement immobile. Godu serra sa tasse, dès que je poserai ma tasse sur la table, retourne-toi et fonce sur lui. Gwa Kyung-do était déjà prêt à dégainer son épée. L'eau de la tasse éclaboussa sous le mouvement. Il réagit aussitôt et dégaina son épée. À peine retourné, Gwa Kyung-do chancela. Ses appuis en hauteur devinrent instables. Le bruit attira l'attention d'Imwogi. L'épée de Gwa Kyung-do s'abattit aussitôt. Un éclair lumineux traversa l'espace. Le mur fut tranché et vola en éclats. Pierre et poussière se dispersèrent partout. Gwa Kyung-do se tenait fièrement au milieu des débris. Imwogi prit appui sur son épée pour se relever. Profitant de l'occasion, Gwa Kyung-do fonça de nouveau sur lui. Godu ordonna à haute voix, repousse-le dans la ruelle. Les attaques de Gwa Kyung-do devinrent encore plus rapides. Imwogi fut rapidement acculé. Le vacarme résonna dans toute la rue. Voyant cela, Godu s'écria avec excitation, mes hommes bloqueront toutes les issues derrière toi, tu n'as plus aucune échappatoire. Soudain, plus aucun bruit ne vint de la ruelle. Godu écarquilla les yeux, perplexe. Il se précipita alors brusquement à l'intérieur. Il vit Gwa Kyung-do à genoux sur le sol. Celui-ci crachait continuellement du sang frais. Tout son corps se met à trembler. Gwa Kyung-do a été vaincu. Imwogi se tient toujours là, sain et sauf. Godu, furieux, l'insulte sans arrêt, espèce d'idiot. Une lueur frappe soudainement. Il serre les dents et fait glisser son épée sur le sol. Imwogi réalise soudain quelque chose. Très vite, il lève son épée pour parer. Godu ouvre la bouche et pousse un rugissement. Une vive lumière se répand partout. Le choc métallique produit un bruit assourdissant. Godu appuie de toutes ses forces, je vais te trancher en deux avec ton épée. Aussitôt, l'épée d'Imwogi est repoussée. Surpris, Imwogi recule précipitamment. Godu reste un instant stupéfait, la greffe du prunier. Tout son corps commence à chanceler. Profitant de l'occasion, Imwogi lève son épée. Une succession de coups d'épée jaillit. Tous visent directement Godu. Godu hurle, bouche bée, impossible. Comment connais-tu la technique du sabre du vent fulgurant? Du sang rouge et un liquide verdâtre éclaboussent le sol. Il reste allongé sur le dos, totalement immobile. Non loin, Gwa Kyung-do est affalé contre un mur. Gwang Mak arrive avec ses hommes et reste figé. Tout son corps tremble de rage. Le soleil éclaire une petite ruelle. Une enseigne en tissu indique « Taverne Jinga ». À l'intérieur, de nombreux clients sont venus manger. Une cruche d'alcool est apportée, voici l'alcool que vous avez commandé. Un client appelle à voix haute « Mak au jus ». Le porc braisé est-il prêt? Elle sourit et répond vivement, le cuisinier le met déjà dans l'assiette. La salle reste bruyante, Mak au jus, encore de l'alcool. Mak au jus, par ici aussi. Dépêche-toi. Plus le vieux Jin la regarde, plus il est satisfait, cette fille est un vrai trésor, elle travaille autant que plusieurs personnes et certains habitués viennent désormais uniquement pour Mak au jus. Mak au jus traverse la foule avec les plats. Quelques clients discutent, je vous assure, même Godu de la Société Noire a été vaincu, mais un autre rétorque, allons, raconter quelque chose de crédible. Ces paroles attirent son attention, c'est le médecin qui a soigné Gwa Kyung-do qui l'a dit, et il paraît que Gwa Kyung-do a lui aussi goûté à la lame d'Imwogi, non? Mak au jus les observe silencieusement un long moment. Devant le cabinet d'études, tout est paisible. Sanran passe devant, hésitant à dire quelque chose. Chung Seon se demande, pourquoi m'a-t-elle demandé de lire comme d'habitude avant de repartir? Sanran s'arrête soudainement. Elle le suivit discrètement du regard, un peu inquiète. Sanran resta longtemps immobile et silencieuse. Un moment plus tard, elle murmura, je n'entends vraiment rien. Ses pas reprirent régulièrement sur le sol. Elle se tenait alors devant un mur. Sanran essaya de l'escalader, d'ici, je n'entends même plus la voix de Chung Seon. Son regard se posa justement sur la pièce. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire. Assise dans la pièce, Chung Seon dit doucement, même en parlant très fort, crois-tu vraiment que ma lecture puisse s'entendre dehors? Je crains qu'on n'entende rien même au bord de la cour. Sanran resta encore stupéfait. Chung Seon poursuivit, tu veux dire que tu es allé au-delà du mur juste pour vérifier si tu pouvais m'entendre lire, et elle hocha la tête, exactement. Chung Seon ne put que conseiller, impuissante, il est impossible qu'il ait entendu quoi que ce soit, mademoiselle. Sanran soupira tristement, pourtant, il prétendait avoir entendu. Chung Seon demanda curieusement, qui donc? Sanran changea encore de sujet, va à la résidence principale chercher du jus de fruits, j'ai soudain très soif. Chung Seon voulait toujours savoir qui avait raconté ces absurdités à sa maîtresse, mais Sanran insista, dépêche-toi donc. Chung Seon dut finalement partir, j'y vais tout de suite. Sur ces mots, elle s'éloigna rapidement. Pourtant, le doute persistait dans son regard. À la nuit tombée, toute la rue était illuminée. Même la petite ruelle baignait dans la lumière. Mak au jus franchit lentement le portail. Elle regarda derrière elle avec curiosité. Imwogi se tenait déjà là sans qu'elle sache depuis quand. Mak au jus accourut aussitôt, grand frère, tu vas bien? Il ne répondit pas et se contenta de sourire silencieusement. Encore plus inquiète, elle dit, j'ai entendu dire que le vice-chef de la Société Noire avait été poignardé à mort, et Imwogi admit calmement, c'est vrai. Mak au jus ajouta aussitôt, et c'est toi qui l'as fait. Sans le cacher, il hocha la tête pour l'admettre. Elle lui agrippa fermement l'épaule, écoute-moi bien, Imwogi. Imwogi ouvrit grand les yeux et écouta attentivement. Très inquiète,
elle déclara, une rumeur dit que le chef de la société noire est allé demander de l'aide à cause de toi. Il la rassura alors, ce n'est pas grave. Makoju ne put s'empêcher de le réprimander, espèce d'idiot, la rumeur dit que Warion, maître du pavillon du dragon des nuages de l'école de l'épée de fer, protège la société noire. Ces paroles figèrent brièvement Imwagi. Une voix résonna dans la ruelle, l'école de l'épée de fer n'est pas une simple bande criminelle, elle rassemble de véritables maîtres des arts martiaux, mais Imwagi l'interrompit, je peux les éviter. Elle resta un instant figée, comment? Imwagi expliqua à voix basse, je peux tout entendre et même sentir leur odeur, ce qui stupéfia Makoju, quoi? Un bruit attira soudain l'attention d'Imwagi. Imwagi murmura alors, quelqu'un vient te voir, Makoju, rentre vite. Sur ces mots, il se retourne et s'en va. Juste à ce moment, le vieux Jin passe la tête, Makoju, va vite servir les clients dans le grand salon. Le lettrego est venu avec tout un groupe de clients. Elle ouvre de grands yeux, stupéfaite, quoi? Il lui rappelle sérieusement, dépêche-toi, il menace d'aller ailleurs si tu n'es pas là. Makoju regarde alors dans une direction, tu disais pouvoir même entendre les conversations dans le grand salon. Taillan, dans la province du Shaanxi, est plongé dans le silence. Des guirlandes lumineuses éclatantes s'entrecroisent. Une voix chaleureuse retentit, Seigneur Guang, soyez le bienvenu. D'innombrables bruits résonnent autour du palais. À cet instant, les lumières de la secte de l'épée de fer sont encore allumées. Une silhouette est agenouillée au sol. L'homme attend patiemment très longtemps, jusqu'à ce qu'une silhouette entre. Sheol Gunson, maître du pavillon du dragon des nuages de la secte de l'épée de fer. Sa silhouette est particulièrement imposante. Sheol Gunson avance lentement. Après s'être assis, il demande, quel vent amène le seigneur Guang jusqu'ici? L'autre reste silencieux sans répondre. Sheol Gunson se tourne sur le côté, arrêtez la musique et rangez l'alcool pour l'instant. La porte se referme aussitôt. Il reste longtemps assis en silence. Finalement, Guang Mak réagit. Il pose une bouteille d'alcool sur la table. Les yeux de Sheol Gunson s'illuminent aussitôt, voilà vraiment un excellent alcool bien vieilli. Guang Mak baisse la tête, comment pourrais-je ignorer vos goûts? Ce n'est qu'un modeste présent pour vous remercier d'avoir accepté de me recevoir. Son attitude s'adoucit enfin, dites-moi d'abord ce qui vous amène ici. Guang Mak s'incline profondément, j'ai besoin d'une aide urgente, maître du pavillon. À l'extérieur du palais, le calme est revenu. Tôt le lendemain matin, la secte de l'épée de fer repose sur un palais, une garde et 3 pavillons. Fondée sur cette structure, elle dirige 3 divisions sous les 3 pavillons et règne de fait sur la province du Shaanxi. Les bâtiments sont élégamment conçus. À l'intérieur, quelqu'un attend debout. Il regarde silencieusement au loin, Sheol Daewi, seigneur de la secte de l'épée de fer, réside dans le palais du sang de fer, l'unique palais. Le drapeau devant lui flotte au vent. Des bruits rapides retentissent sans interruption. L'unique garde désigne la garde des épéistes à la bannière de fer, 100 combattants d'élite directement sous les ordres de Sheol Daewi. Les 3 pavillons du dragon, du tigre et du phénix forment l'ossature solide de la secte de l'épée de fer. Le soleil se reflète sur la surface d'un lac d'un bleu profond. Dans la pièce régnait un silence absolu. Certains étaient chargés de recueillir les renseignements et de gérer les affaires internes. D'autres faisaient respecter les règlements et les lois. Ils supervisaient également l'entraînement martial de manière méthodique. Ils cherchaient constamment à progresser en rassemblant des manuels secrets et en étudiant les arts martiaux. L'école de l'épée de fer possédait une organisation très structurée, avec même un service chargé des finances. Au même moment, au pavillon du dragon de l'école de l'épée de fer, Sheol Daban, maître du pavillon du dragon, était responsable des renseignements et des affaires internes. Il était le frère cadet du maître de l'école, Sheol Daewi. Sheol Daban leva les yeux avec perplexité, Gorian, Sheol Gunson, fils de Sheol Daban, répondit en souriant, une connaissance m'a demandé un petit service. Intrigué, il demanda, tu as vraiment des liens avec une bande de seconde zone du monde martial, et Sheol Gunson baissa la tête, oui, père. Sheol Daban fronça légèrement les sourcils, tant de petites écoles cherchent à se rapprocher de l'école de l'épée de fer, alors pourquoi fréquenter une bande criminelle? Cela pourrait provoquer plus tard des rumeurs inutiles. Si possible, règle cela sans aller trop loin, mais Sheol Gunson expliqua aussitôt, cet homme cherche à établir des liens avec le pavillon des flammes sous l'autorité du pavillon du phénix. Cette fois, Sheol Daban resta silencieux. Sheol Gunson poursuivit, la compagnie marchande du vent rouge de Gorian monopolise le commerce du sel dans la province de l'ouest des montagnes, même notre école de l'épée de fer ne peut les ignorer. Père, derrière le commerce légal, la contrebande de sel prospère aussi, mais Sheol Daban demanda perplexe, n'est-ce pas un secret connu de tous? La bande qui t'a contacté est liée au sel de contrebande, et Sheol Gunson poursuivit, ils développeront progressivement ce commerce. Sheol Daban se figea un instant. Sheol Gunson ajouta, si le pavillon du Phénix contrôle le principal réseau du sel de contrebande, ce sera une excellente occasion de placer un jour la compagnie marchande du vent rouge sous l'influence de l'école de l'épée de fer. Le visage de Sheol Daban s'assombrit, tu comptes donc développer cette bande de contrebandiers de sel avant de l'offrir au pavillon du Phénix? Un sourire se dessina lentement sur les lèvres de Sheol Gunson, vu de l'extérieur, oui, mais en réalité, c'est moi qui contrôlerai le commerce du sel de contrebande. Sheol Daban leva la main pour l'arrêter, je comprends,
tu utiliseras cette bande comme couverture pour prendre le contrôle du commerce du sel de contrebande, je n'interviendrai pas. Sheol Gunson s'inclina respectueusement, je considérerai donc cela comme votre permission, père. Sheol Daban lui rappela néanmoins, la rivalité entre les 3 pavillons devient chaque jour plus féroce, veille donc à ce qu'aucune rumeur infondée ne s'ébruite. Sheol Gunson resta impassible, je peux régler cette affaire proprement moi-même. Il partit ensuite tandis que Sheol Daban songeait, tu as vraiment grandi. Le commerce du sel de contrebande, voilà une proie vraiment alléchante. Des drapeaux étaient suspendus devant les boutiques le long de la rue. Non loin se trouvait un restaurant nommé Auberge de la famille Jin. Les murmures ne cessaient pas, Guang Mak a tiré les ficelles auprès de l'école de l'épée de fer. L'attention de Mak au jus fut aussitôt attirée. Quelqu'un répliqua, n'importe quoi, quand ai-je dit ça? J'ai dit qu'il avait des liens avec le maître du pavillon du dragon des nuages, rattaché au pavillon du dragon. Un homme poursuivi en buvant, quoi qu'il en soit, cet Imwogi vient de fixer lui-même la date de sa mort. Surprise, elle écarquilla les yeux et regarda dans leur direction. Un client proche cria, Mak au jus, je vais mourir de faim à force d'attendre mon porc braisé à la manière du poète de la pente orientale. Elle apporta rapidement le plat, ça arrive tout de suite. Les murmures s'intensifièrent, tu sais pourquoi l'école de l'épée de fer est si redoutable? Son maître n'est pas simplement un ancien disciple externe ayant autrefois pratiqué avec les disciples de l'école du Mont Fleuri. Derrière le comptoir, Mak au jus écoutait tout, quelqu'un sait d'où vient sa femme. D'où vient-elle? De la société noire, l'organisation financière du culte divin du démon céleste, oui, cette même société noire, incroyable. En entendant cela, elle pince les lèvres, si Guang Mak a réussi à entraîner la secte de l'épée de fer dans cette affaire, Imwogi est condamné. Quitter Gorian et disparaître est sa seule chance de survie. À cette pensée, Mak au jus sort rapidement. Puis elle regarde autour d'elle d'un air sombre, Imwogi, où es-tu? Devant le cabinet d'études, tout est paisible. Chung Seon avance en sautillant tout en fredonnant. Elle s'arrête soudainement. La silhouette de Sanran file devant ses yeux. En la voyant, Chung Seon murmure tandis qu'une forêt de bambous s'étend derrière. Les tiges de bambou s'entrechoquent et oscillent légèrement. Des pas réguliers foulent les feuilles. Sanran avance tout en observant prudemment les alentours. Arrivée à un endroit, elle sort enfin un livre. Sur la couverture figure le titre, 9 révolutions et 9 transformations. Sanran se plonge alors dans ses souvenirs. Un homme lui expliquait lentement, c'est un ancien manuel secret d'arts martiaux que mon père a obtenu par hasard. Même avec ses aptitudes, les profonds secrets qui le renferment restent mystérieux. Je veux que tu en héris. À cet instant, elle baisse les yeux, stupéfaite. Puis elle relève la tête, déconcertée. Le visage de l'homme exprime clairement sa confiance. Sanran murmure, j'espère que ce livre pourra aider Imwogi. Une voix retentit soudain derrière elle, mademoiselle. Chung Seon arrive soudain de loin, que faites-vous ici? Et quel est ce livre entre vos mains? 9 révolutions et 9 transformations, quel nom étrange. Quel est ce livre, et pourquoi êtes-vous ici, mademoiselle? Face à ces questions, Sanran balbutie, eh bien. Chung Seon l'interrompt soudain, vous êtes venu rencontrer Imwogi, n'est-ce pas? Et Sanran s'exclame, comment le sais-tu? Tandis que Chung Seon pense qu'elle avait seulement deviné au hasard. Vous avez vraiment rendez-vous avec lui ici? Imwogi connaît-il seulement cet endroit? Sanran baisse la tête et répond doucement, non, ce qui déroute Chung Seon, alors comment pouvez-vous le rencontrer ici? Sanran relève prudemment les yeux, peux-tu garder un secret? Chung Seon fronce légèrement les sourcils, je ne vous cache jamais rien et je ne raconterai jamais vos affaires à quiconque. Sanran se décide enfin, je pense qu'Imwogi est devenu spécial. Chung Seon ouvre de grands yeux, spécial? De quelle manière? Après une profonde inspiration, Sanran répond franchement, son oui et sa vue sont devenus beaucoup plus sensibles. Chung Seon rejette aussitôt cette idée, c'est impossible. Sanran insiste, je suis sérieuse, et Chung Seon demande encore incrédule, vous voulez dire que même si nous parlons doucement ici, il peut nous entendre et vous retrouver grâce à votre parfum? Avant que Sanran réponde aussitôt, exactement. Chung Seon fronce légèrement les sourcils, alors prouvez-le-moi. Face à cela, Sanran hésite un peu. Chung Seon exige fermement, je ne croirais que si Imwogi apparaît vraiment, et Sanran s'exclame, tu ne me crois pas? Chung Seon répond avec détermination, je ferai tout pour vous, mais comment pourrais-je croire une chose aussi absurde? Finalement, Sanran cède, très bien. Imwogi, si tu m'entends, viens ici. Chung Seon s'inquiète intérieurement, mademoiselle agit vraiment bizarrement, aurait-elle perdu la tête? Une voix répond aussitôt, je suis là. Les yeux de Sanran s'illuminent immédiatement. Imwogi apparaît soudain devant elle. Même Sanran s'étonne, il a couru jusqu'ici? Il était pourtant assez loin, au-delà du mur. Chung Seon demande, mais comment savais-tu exactement que mademoiselle était ici? Et Imwogi répond en souriant, je peux sentir le parfum de Sanran où qu'elle soit. Ces mots la laissent bouche bée. Imwogi la désigne et poursuit, quant à Chung Seon, tu as une odeur de prune. Au même moment, dans une rue animée, 3 hommes passent et attirent tous les regards. Sheol Gunsom n'y prête aucune attention et continue droit devant lui.
Le vacarme résonne de partout. Un sourire se dessine involontairement sur ses lèvres. Son regard balaie les alentours puis s'arrête dans une direction. Les habitants s'écartent tous pour leur céder le passage. Ils arrivent ensuite à la résidence privée du pavillon des Immortels. L'intérieur est construit avec une magnificence impressionnante. Sheol Gunsom entre tranquillement dans la pièce. Il s'assoit sur une chaise et attend en silence. Son regard reste fixé sur la porte. Non loin, Gwang Mak accourt précipitamment. En le voyant, Sheol Gunsom esquisse un sourire amusé. À peine arrivé, Gwang Mak dit « Si vous m'aviez prévenu, j'aurais préparé votre logement au pavillon de la splendeur. » Sheol Gunsom répond avec indifférence « Assieds-toi. » Gwang Mak baisse la tête sans oser parler. Sheol Gunsom demande d'une voix forte « Le pavillon de la splendeur n'est-il pas la base de la société noire ?» Gwang Mak sourit servilement « C'est justement pour mieux vous servir. » Mais Sheol Gunsom reprend plus doucement « Je t'ai dit de t'asseoir, lever les yeux vers toi me fatigue. » Gwang Mak obéit aussitôt en baissant la tête « Oui. » Sheol Gunsom dit lentement « Gorion n'est-elle pas rarement fréquentée par des combattants du monde martial ? Si je loge au pavillon de la splendeur, la rumeur disant que je soutiens la société noire ne se répandra-t-elle pas aussitôt ?» Gwang Mak reste longtemps silencieux sans oser répondre. Sheol Gunsom poursuit « Même si c'est vrai, inutile de le crier sur tous les toits, n'est-ce pas ?» Gwang Mak marmonne avec déférence « Votre subordonné n'a pas su saisir la profondeur de votre réflexion, maître du pavillon. » Sheol Gunsom l'observe « Le pavillon des Immortels est juste à côté. Alors je pensais boire un verre ce soir pour dissiper la fatigue du voyage. » Gwang Mak comprend aussitôt, pendant votre séjour ici, je prendrai personnellement en charge toutes vos dépenses. Sheol Gunsom décide finalement, je resterai ici 2 ou 3 jours pour évaluer la situation. Gwang Mak s'irrite intérieurement, 2 ou 3 jours? Sheol Gunsom ajoute négligemment, demain, je devrais aussi passer à la compagnie marchande de l'érable rouge pour rendre visite au président Jokwobae. La compagnie marchande de l'érable rouge sait sûrement déjà que je suis arrivé à Gorian, alors mieux vaut éviter tout malentendu inutile. À ces mots, le visage de Gwang Mak s'assombrit davantage.